roule. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la nouvelle saison de Radio Info Sport. Nous sommes jeudi le 14 septembre. Je suis en compagnie de Stéphane Allenger de la Fondation Équipe Québec. Donc, bonsoir Stéphane, à ce jeudi 14 septembre. Salut Daniel, bon début de saison à tout le monde. C'est notre première ce soir, bien content d'être là. Et peut-être dire aux gens Pierre Trudel, parce qu'on disait qu'il allait être là en introduction, là. Pierre ne sera pas là cette saison en temps normal. Et puis Serge Rollin, qui était avec nous l'année passée, s'est trouvé une petite occupation. Donc le jeudi, ça va être juste moi puis toi là, pour l'instant. Peut-être que ça va changer en cours de route. Comme dans le bon vieux temps. Là. Ouais, là, j'espère que tu ne me laisseras pas tomber parce que tout seul, je ne suis pas capable. Non, à date, je suis là. Okay. Donc écoute, aujourd'hui, on a juste un invité, s'il va venir à 20h45, c'est Jean Allard, qui est notre grand annonceur de baseball. Et c'est lui qui a fait les matchs, par exemple, moi j'ai assisté à un, au parc Gary Carter contre Cuba. C'était les Orioles de Montréal contre Cuba. Donc lui, il a fait quelques matchs. Je ne sais pas combien de matchs il a fait, hein, Stéphane, Jean, mais 3-4 au Ils en ont fait 3 à ma connaissance. 3, hein, c'est ça. Ouais. Donc, c'était quand même un début, genre de projet pilote. Ouais. Donc, je sais que là, sur dans les éliminatoires, donc je ne sais pas s'ils vont en refaire d'autres. De toute façon, on va en parler, discuter avec Jean Allard ce soir. C'est-tu de où qui nous revient, Jean? Il était au championnat mondial baseball, en Ontario. Je pense que c'est ça, de 19 ans et moins. Oui. Donc, il va nous parler des médaillés, comment est-ce qu'il a vécu l'expérience en tant qu'annonceur à cet événement-là. Tu sais, les Québécois, on n'a pas juste en tant qu'athlète, on a des entraîneurs, on a aussi des commentateurs, des analystes. Donc, Jean, c'est un gars qui nous représente fièrement à travers la planète. Il a déjà été aux Jeux olympiques comme annonceur aussi, en baseball ou softball. Là. Ouais. En tout cas, puis là, il va nous parler il y a des nouvelles qui s'en viennent au niveau olympique baseball. Il va nous parler de ça. Donc, ceux qui aiment le baseball, mais... Moi, comme toi, j'ai vu l'équipe nationale cubaine faire sa tournée du Québec. Et c'était des jeunes de moins de 17 ans qui compétitionnaient contre des Québécois qui avaient moins de 20 ans. Là, c'est le junior. Et les meilleurs Québécois. Et puis, Cuba a gagné. Il y avait à peu près 15-20 matchs au programme, là. Et ils ont gagné, je pense, 80% des matchs. Hein. Ils en ont perdu 2 ou 3 seulement. J'en ai vu une d'ailleurs à Longueuil, que Longueuil a gagné. Les Ducs de Longueuil avaient remporté. Et il faut dire que dans l'équipe cubaine, il y a eu énormément de défections durant la tournée. Écoute, il y a plusieurs chiffres qui sont sortis, mais à date, officiellement, c'est 2. Ah officiellement. Oui. Ah oui. Mais je vais en parler avec un de mes amis cubains. Peut-être qu'il va me sortir. Parce qu'on parlait de 3 au début. Mais finalement, les médias ont parlé de 2. Officiel, oui. Où ils sont, on ne le sait pas. OK. Peut-être dans une famille québécoise en train de manger des fèves au lard puis de la tourtière quelque part. Je ne sais pas. Mais... Oui, c'est ça. S'ils ont un permis de touriste, à ce moment-là, peut-être qu'ils sont encore ici sous leur permis, donc officiellement, ils ne sont pas... Des réfugiés, des immigrants irréguliers, peut-être? Ah ben là, il serait mieux avec ça. Il y aurait déjà un chèque de paye. Surtout avec ce qui vient d'arriver à Cuba. Là, avec, ben oui, l'île est dévastée. Hein. As-tu vu les images à Cuba, les gens à la Havane avec 4-5 pieds d'eau marcher dans les rues? Non, j'ai vu les bâtiments de béton là, complètement démolis. Là. En tout cas, la Havane, a été un tabac. C'est incroyable. Donc, as-tu des sujets que tu aimerais partir? Ou tu écoute, Daniel, tout un été de sport. Moi, là, on a la broue dans le toupette, comme on dit. Il y a tellement de choses qui sont passées. Ah oui, wow. C'est quoi ton événement majeur, toi, cet été, au dans Québec, le sport? Écoute, moi, je suis très fier. J'ai été entraîneur aux Jeux du Canada. Hein, puis, j'étais très fier. J'ai assisté. J'ai une de mes athlètes, son nom, c'est Donna Ntembu, qui avait été nommée en 2016 la meilleure athlète au Canada chez des 16 ans et moins, ou les U16, je pense qu'ils appellent. Donc, elle avait comme 15 ans. Et cette année, elle jouait pour le Québec. Et imagine-toi que le Québec a remporté la médaille d'or au basketball aux Jeux du Canada. Donc, j'ai assisté, moi, à la demi-finale. La finale, je partais. J'avais un avion à prendre, mais... j'étais très fier de l'équipe qui ont apporté la médaille d'or avec Donna Ntembu et compagnie. Et ensuite, j'ai rencontré l'entraîneur Daniel
Lacasse d'équipe du Québec, qui est aussi entraîneur dans un programme scolaire à l'école Saint-Laurent, au coin de Timmins et Émile Legault. Écoute, c'est la meilleure équipe au Canada au niveau école secondaire. Ils sont tellement forts qu'il y a une couple d'années, ils ont demandé la permission au RSEQ, c'est-à-dire le programme scolaire québécois, de pouvoir participer dans une ligne américaine. Donc, ils ont accepté. Le Québec scolaire a accepté que l'Express de Saint-Laurent, anciennement l'école polyvalente Émile Legault, qui participe à un circuit américain avec les meilleures écoles américaines, comme les prep schools, là, des écoles vraiment avec un bon budget, puis ça entraîne beaucoup. C'est pas juste une école secondaire, des écoles secondaires normales, c'est des écoles secondaires qui poussent le sport, dont le basket. Et ils se sont rendus l'année passée en demi-finale au Madison Square Garden, New York. Donc, ils ont écarquillé les yeux de plusieurs collèges américains, NCAA, et les filles se sont fait voir. Et imagine-toi que dans le marché avec le Québec, ils ont eu la permission de participer à ce circuit américain-là, d'école secondaire, dont ils ont bien fait figure. Et ils doivent aussi respecter le calendrier québécois. Donc, ils sont dans 2 ligues. Donc, ils ont la Ligue québécoise. Puis souvent, entre toi et moi, puis les murs, il fait jouer pas tout le temps ses meilleures joueuses. Il fait jouer ses joueuses qui souvent ils sont sur le banc quand ils jouent contre les meilleures équipes américaines. Puis ça gagne par 20-40 points là, au Québec. Ils étaient vraiment plus forts. Ben, c'est ce que j'allais te demander, parce que là, si on a une double saison, si on veut, là, ils jouent combien de matchs par année? Je sais qu'aux États-Unis, on joue plus ou moins 16. Donc, c'est pas beaucoup, ça? Non, je le sais, mais écoute, c'est de l'est à l'ouest, là. C'est toute la côte est. Non, mais c'est toute la côte est, hein, c'est de New York jusqu'à San Francisco, Los Angeles, puis... Non, ils jouent pas... Ils couvrent les États-Unis au complet? C'est pas juste la côte est? Non, c'est... Tabarouette, OK. Écoute, c'est 8 voyages en avion avec hôtel... c'est comme des pros. Tu sais, quand tu parles des pros, impressionnant. c'est un peu ça. C'est la seule école qui est comme ça, puis c'est la meilleure école au Canada. Donc, puis on n'entend pas beaucoup parler. Est-ce qu'il y a d'autres écoles au Canada qui sont dans la même ligue? Non. Même pas. C'est la seule. C'est la seule. Grâce à la perspicacité, l'intelligence, la débrouillardise d'un entraîneur québécois, un grand entraîneur québécois, qui s'appelle Daniel Lacasse. Quand je dis grand, pas juste au niveau compétence, au niveau grandeur. C'est comment qu'il mesure? Non. 6 pieds 9. C'est un ancien joueur professionnel? Oui, et je devrais l'avoir la semaine prochaine, d'ici quelques semaines. Je veux que lui nous parle de son programme. Il faut absolument qu'on l'invite, parce que ça, c'est méconnu au Québec. Exact. Puis on est dans l'élite mondiale. Écoute, c'est un exemple à suivre dans les autres sports. Si on parle du développement de hockey de plus en plus au Québec, il y a eu des articles, il y a un article de la Journal de Montréal ce matin, et il y a eu une présence de Martin Leclerc à 91.9, et de plus en plus on parle du nombre de Québécois avec les Canadiens. Donc on a un recruteur qui s'appelle M. Timmins, et on dit souvent que le résultat d'aujourd'hui est conséquent du travail qui a été fait depuis 10 ans. Donc, il y a peut-être de quoi à faire au niveau du développement de nos joueurs québécois dans le hockey. Et je pense qu'il pourrait prendre exemple sur un programme comme Daniel Lacasse. C'est-à-dire des jeunes qui sont regroupés et qui participent à des circuits très relevés. Pas juste peut-être aux États-Unis, Canada, mais peut-être même dans le monde. Mais ça prend des sous. Des sous pour faire ça. Lui, une école secondaire, ils sont capables. Comment ils font? Ils se débrouillent. Bon, les parents, ils vendent pas des palettes de chocolat, là. Ils font tout. Parce que des voyages en avion, Daniel, 8 voyages en avion, là... C'est qui sont commandités? OK, là, je viens de comprendre. Under Armour. OK. Avant, Nike était là. Okay. Ils ont réussi à sortir Nike, mettre Under Armour, c'est-à-dire que les avantages étaient meilleurs. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de sympathisants à basketball québécois, là, des ex-joueurs qui peut-être ont des compagnies et investissent dans ce programme-là. Et ils organisent un tournoi par année. Il y a comme 200 équipes qui vont à son tournoi. Donc, je ne sais pas c'est quoi les frais d'inscription, mais c'est un gros tournoi à Saint-Laurent. Donc, il génère beaucoup de... Je pense à un 30-40 000 $ juste avec le tournoi. Donc, avec Under Armour et compagnie. Mais c'est un budget d'en haut de 100 000 $ par année. Puis, c'est sûr qu'on va l'interviewer, M. Lacasse, mais son recrutement, j'imagine que lui, il couvre toutes les joueuses du Québec. Est-ce qu'il invite... Non.
ils ne couvrent pas tous les joueurs. Ils développent, quand on parle de développement, Ben oui. ils les développent à partir de secondaire 1. Puis, OK. il y a des coachs peut-être à temps plein à tous les niveaux. C'est Donc, un genre de sport-études aussi. Ouais. Là, c'est un Donc là, on sport-études. parle d'une école francophone. Oui. Basketball qui était Ouais. avant. Le basket au Québec, c'était anglophone avant. Ben Dans les oui, années ben oui. 70, C'était là. très... Comme le Moi, j'ai football, joué au basket, Daniel. puis quand je jouais contre les Anglais, on se faisait manger des tabarouettes de colline de volée. Je peux te le dire. Ah ouais. Là, maintenant, les Québécois dominent au football et au basket, Mhm. chez les femmes. Ouais. Donc, c'est intéressant comme constat. Là, tu sais. Donc, il faut que prendre l'exemple sur son programme. Écoute, il m'a même engagé, là, avant que l'école commence, là, j'ai passé 2 semaines avec eux autres à leur apprendre à courir, à développer leur vitesse, développer leur endurance, entraînement de musculation. Et j'ai eu 2 semaines de bootcamp. Quand ils ont commencé l'école, ils ont eu 1 semaine de vacances. Puis après ça, l'entraînement de basket commence. Et j'ai préparé l'entraînement de musculation pour eux jusqu'au mois de décembre. Ah ouais. Donc, tu vois, il va chercher des experts, puis il met le paquet. Donc, écoute, je t'invite une bonne fois, on va aller voir un match. Ben, c'est ce que j'allais Surtout- dire. Je vais surtout- essayer non, c'est d'aller pas les juste voir ça, cette pas année. juste ça. C'est que ça, c'est l'école Saint-Laurent, les Express Saint-Laurent. Eux, Ouais. ils jouent au niveau scolaire, OK? On s'entend? Puis Donna Ntembu, elle joue pour qui, elle? Cette fameuse joueuse Oui, québécoise, une bonne sprinter Caroline, élémentaire. je Elle le joue savais pour Lucien avant. Pagé. Lucien Pagé, ouais. Donc, ils se rencontrent des fois dans des tournois. Parce que Lucien Pagé, eux autres, sont au niveau civil, tandis que Saint-Laurent sont au niveau scolaire. Donc, dans des tournois en finale, ça arrive, ou en demi-finale, qu'ils vont se rencontrer. Donc, j'ai hâte de voir ça parce que, disons que ça va être mitigé. Parce que j'ai Donna, mon athlète en athlétisme, qui joue pour Lucien Pagé, et il y a ceux que je suis relié avec l'entraînement à Saint-Laurent. Donc, je vais aller voir le match, puis je vais essayer de prendre pour les 2 équipes en même temps. Un petit peu comme les parents de les Sir Williams faisaient au tennis. Pour qui tu prends? Ben, je prends pour les 2. Ouais. Les 2 enfants. Là, ça va être mes 2 équipes. Puis, j'imagine que les écoles américaines, est-ce qu'ils viennent ici jouer de temps en temps? Oui, dans des tournois. OK. Dans des Fait que tournois. ça Et là, je pense, m'intéresse. mais ça, c'est des questions, parce que vu que c'est un Ouais. calendrier, donc ça se pourrait qu'il y ait des matchs locaux à Montréal, à Saint-Laurent, où il y a des équipes américaines. Ben viennent. oui. Ben oui. C'est qu'une ligue normale. Ouais. Je suis pas au courant de tous les détails, mais en le faisant venir, on va s'allumer nos lanternes, puis on va apprendre à connaître ce fabuleux programme-là, à Saint-Laurent. Qui fait la fierté du scolaire québécois. Écoute, c'est la seule équipe comme ça. Écoute, on n'a quasiment pas entendu parler de ce modèle-là de développement. Écoute, c'est fantastique. Moi, je l'ai connu dans les estrades. Il est venu voir une compétition d'athlétisme. Moi, j'ai assisté à la demi-finale de basket. Et lui, le lendemain, il est retourné à la politesse. Il est venu avec moi voir la compétition d'athlétisme. OK? Donc, c'est là qu'on a pu parler. Puis c'est là qu'il m'a parlé de son programme. J'ai dit, wow, je connaissais pas ça. Puis tu quoi, à partir de 15 ans, à l'âge de 15 ans, il leur ouvre un dossier au NCAA Board. Ça, le NCAA Board, c'est un genre d'organisme qui reçoit les applications de tous les jeunes étudiants qui veulent un jour, vers 18, 19, 20 ans, joindre le programme américain universitaire de basket. Il leur ouvre à partir de 15 ans. Il envoie le bulletin, puis il envoie des vidéos. Donc, le NCAA ont déjà l'œil dessus. Et lorsque Ben le jeune a des problèmes, par exemple, dans une matière à l'école, ils ont comme une rétroaction des NCAA qui leur disent, vous devriez améliorer votre anglais ou votre mathématique si vous voulez graduer dans 3 ans pour NCAA. Et donc, il y a un suivi qui est fait dès l'âge de 15 ans. Donc, c'est très innovateur au Québec. Donc, ces jeunes-là, l'objectif, c'est de jouer dans la NCAA. Puis après ça, joindre les rangs de la WNBA, qui est le NBA pour les femmes. Au niveau professionnel. ouais. Je ne sais pas s'ils gagnent bien leur vie, ces femmes-là. Je pense que c'est comme la Ligue canadienne de football. Ça doit OK, être quand même. 40 à 200 000. 300 OK. 000, tu sais. C'est intéressant. Selon moi, c'est ça. Tu sais. Ça doit être à peu près ça. Hein, parce que c'est des femmes, donc ils ont moins d'argent, moins de spectateurs, moins de commandites, peut-être. Ouais. là, mais, moins de réseaux de télévision qui les suivent. Là, mais écoute, avec Daniel, on va en savoir plus. Ouais. Hey, Daniel, on va parler un peu de notre mission, si on veut, au niveau des équipes nationales québécoises. Il y a quand même eu un petit peu d'action cet été. Notamment, la Fondation a aidé des équipes à aller en Italie au championnat mondial de Jerky Ball. Donc,
Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ça, là, Qu'est-ce que le jerky ball? Ouais, c'est du mini-soccer dans une arène de la grosseur du racquetball, si on veut, du squash. Transparente, avec genre des baies vitrées. Des baies vitrées, oui. En haut, ses côtés, en avant, en arrière. Oui. Et puis... Des petits buts. 2 contre 2. Oui, puis c'est comme des petits buts. Des petits buts, 2 contre 2 avec... c'est ça, donc... un ballon plus petit un peu. Oui, tout ça. Donc, moi, je dirais un ballon peut-être intermédiaire entre le futsal, qui est plus petit, puis le ballon de soccer. Oui. C'est un ballon feutré, là, comme au tennis, si on veut. Donc, un gros ballon de tennis. Okay. C'est une grosse balle de tennis, si on veut. J'ai jamais joué, là, mais c'est ce qu'on a su. Ça vient d'arriver au Québec il y a une couple d'années. Donc, il y a deux aires de jeu. Drummondville, je me suis... Le seul endroit au Québec où on peut jouer, c'est Saint-Léonard d'Aston, à côté de Victoriaville. Ah, Victoriaville. Donc, c'est Alexandre Perrault et sa gang qui ont acheté des terrains de jerky ball. C'est très populaire en Europe. Ça appartient en France il y a quand même une vingtaine d'années. Puis là, ça s'en vient ici tranquillement. Donc, c'est un sport de réflexe et de maniement du ballon, contrôle du ballon. Ah, absolument, très rapide. En terrain restreint, donc ça développe beaucoup d'habileté. Un peu comme le futsal au Brésil. Oui, exact. Alors, Ronaldinho a commencé là. Il a été vu la première fois sur des vidéos sur YouTube à jouer. Il comptait plusieurs buts. Puis, absolument. Il a écarquillé les yeux des recruteurs avec le futsal. Oui, puis une petite aparté, je ne sais pas si tu savais, Daniel, dans les cégeps, peut-être même dans les écoles secondaires du Québec, il y a une ligue de soccer intérieur. J'ai su ça cette semaine, je regardais le réseau du sport étudiant québécois, là. Puis j'ai vu ça, qu'il y avait toute une ligue là, de soccer intérieur. Donc ça ressemble à du futsal, j'imagine, dans un gymnase. Il y a des très, très bonnes équipes au Québec. On est reconnu à travers le monde là, pour être très bon au futsal, surtout les femmes. Du futsal ou du soccer intérieur? Ben c'est ça, j'imagine c'est la même chose. Là. Non, c'est pas la même chose. Futsal, c'est pas du soccer dans un gymnase? Oui, mais c'est un ballon qui est plus petit. C'est pas exactement pareil. Je sais qu'à Robillard, je sais pas si ça existe encore, mais avant, peut-être qu'ils le font ailleurs. Maintenant, il y a un centre de soccer sur la rue Papineau, là. La boîte des 1000 journaux Papineau. Oui. Il y a un nouveau centre, là. Et avant, ça se passait à Robillard. Ils appelaient ça les 36 heures de soccer. Ouais. C'est environ une centaine, 200 équipes là, qui commencent. Ça dure 36 heures. Puis c'était un tournoi à la ronde. Donc, les deux dernières équipes, ils ont peut-être joué 10 matchs. OK. Ouais, mais c'est sur un gazon synthétique, là. Ben, avant, c'était à Robillard, c'est dans un gym. Là. Maintenant, ça doit être, selon moi, ça doit être à rue Papineau. Oui, c'est ça. On va enquêter, là, mais c'est sur un synthétique là-bas. C'est ça. Donc, moi, ce que je te parle, c'est vraiment du soccer intérieur dans un gymnase de basket, là, un gymnase en bois, là. Ouais. Et moi, OK, peu importe le futsal ou... Ben, c'est la grosseur du ballon. OK. C'est un dérivé du soccer, là, intérieur. Là, puis... Donc, ce que je voulais dire, on va faire fin de la parenthèse, c'est que on a eu des représentants du Québec qui ont été joués en Italie, à Rome, donc des jeunes là, dans début vingtaine. Alexandre Perrault, entre autres, Félix Guévin. Il y avait aussi des jeunes femmes qui étaient au niveau des équipes féminines. Et ils ont très, très bien fait. Hein. Ils se sont rendus, je pense, en quart de finale au niveau des hommes. Donc, ils ont été très, très satisfaits. Ils ont appris beaucoup. Ils ont vu qu'ils étaient capables de compétitionner contre... C'est du Québec, ça? Oui, absolument. Juste des Québécois. Donc, ils ont... disons, partie la Fédération canadienne de jerky ball et la Fédération internationale a accepté de reconnaître Canada, entre parenthèses, Québec. Donc, le Québec est encore entre parenthèses dans ce cas-là, mais il y a quand même une reconnaissance du Québec, une petite reconnaissance. Donc, ils jouent avec un costume québécois, fleur de lys. Oui, absolument. Ils peuvent mettre l'équipement qu'ils veulent. Nous, on leur a fourni des uniformes. Là. J'achète. Et puis, oui, absolument. On va prendre... on commence là, de toute façon. Oui, on commence... on prend tout l'espace qu'on nous laisse prendre, puis après ça, on en prend plus. Fait qu'on s'insère tranquillement dans tous ces sports-là. On rentre-tu dans le vif du sujet de nos prochaines activités? Oui. OK. Donc, je ne sais pas si les gens ont suivi un peu la Fondation durant les derniers jours. En fait, depuis hier ou avant-hier, on a officialisé un événement assez important qui commence à prendre de l'ampleur.
qui est un grand rassemblement festif devant le Centre Bell le 14 octobre prochain, avant le match du Canadien contre les Maple Leafs de Toronto. On va être là pour réclamer que l'organisation des Canadiens s'engage à avoir un minimum de 10 joueurs québécois dans l'équipe. Donc, je pense qu'une équipe, c'est 22-23 joueurs qui font le voyage. Là, je pense que sur la glace, sont 20 au moment d'un match. Donc, ils en mettent tout le temps 2-3 dans les estrades là, à chaque match. Donc, nous, on dit que le Canadien peut facilement mettre au moins 10 joueurs québécois sur les 22-23 qui suivent l'équipe. Facilement. Donc, c'est un objectif qu'on pense qui est réalisable. Pas à un an, tu sais, pas à un an. Non, c'est sûr que cette année, on oublie ça. Là. Il y en a juste 3. C'est un objectif à court moyen terme. Là. Puis, ouais, parce que... Quelques années. Oui, exactement. Donc, on va tenir un... Écoute, il va y avoir... Ça va être très, très... Une ambiance, là. Je m'attends à avoir une très, très belle ambiance, là, avec un groupe de djembé du tam-tam africain. Typique, là, j'ai été les recruter au Centre Africa de Montréal. Et c'est vraiment, là, disons, dans la tradition du tam-tam africain. Donc, ceux qui connaissent même pas le sport, mais qui ont envie de voir un bon spectacle de percussion là, africaine, là, ça va être la place. Et nous, on va avoir des discours. Daniel, tu vas faire un discours d'à peu près 10-15 minutes. Gilbert Gélina m'a confirmé sa présence. Il va y avoir également Guy Bouliane, qui est le responsable du mouvement républicain du Québec, qui m'a dit qu'il était intéressé à faire un discours. Donc, c'est tous des gens qui sont en faveur d'une présence accrue des joueurs québécois dans l'organisation des Canadiens de Montréal. Va-tu avoir des femmes, ça? Et puis, Pascal Pinard, oui, c'est vrai, notre porte-parole. Écoute, je ne veux pas confirmer parce que... en attente de confirmation. Mais il me semble qu'elle m'a dit, là, je l'ai ici même. Là, c'est disponible. Non, mais je pense qu'elle me l'a dit qu'elle l'était. Okay. Fait que oui, c'est, je peux confirmer qu'on va avoir... Pascal Pinard. Pascal Pinard, c'est notre porte-parole, premièrement. Et c'est une ancienne joueuse professionnelle de soccer. Et même aujourd'hui, j'y jasais justement de notre rassemblement. Puis elle dit, je sais pas, tu sais, dans le fond, parler de hockey, moi je suis plus dans le soccer, puis tout ça. Écoute, en y jasant, on a réalisé qu'elle a fait face à ça quand elle a été jouée en Europe. Là, elle, c'était une joueuse étrangère. Hein? Ouais. Bon, mais dans toutes les équipes qu'elle a, disons, joué pour ou essayé de faire l'équipe, là, il y avait des quotas d'étrangers. Donc, elle avait 2-3 chances là, de faire l'équipe parce qu'il y avait des quotas, par exemple, de 20 joueuses là, nationales, puis ils acceptaient seulement 2-3 joueuses étrangères. C'est le même partout, puis en faisant une recherche, puis là, j'ai un dossier complet ici que je suis en train de me monter parce que je veux avoir des arguments solides. Là. C'est la norme d'avoir des règles, des politiques sur le nombre de joueurs étrangers. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Pour développer tes joueurs. C'est pour développer les joueurs. Ouais, écoute, les pays. Jouer dans des hauts niveaux. Ouais. Sinon mais tu prends juste des étrangers, mais il y a moins de exactement. Qui peuvent se développer. Oui, parce que surtout dans le sport professionnel, on sait que les propriétaires, parfois, ce sont des étrangers. Okay? Il y a des équipes de soccer là, anglaises, là, ça appartient à toutes sortes de monde. Là, Qatar. C'est ça, là, des milliardaires. Il y a Gillette avant, il y avait des parts dans Chelsea. Bob Gillette, un Américain, il y avait le Canadien de Montréal. Il y avait Chelsea. Donc, c'est ça. Donc, si ces gens-là, par exemple, décident d'avoir des joueurs juste américains, du jour au lendemain, bien là, il y a des ligues, il y a des équipes qui ont dit non. Là, nous, on va instaurer des politiques claires pour protéger. C'est un peu du protectionnisme, si on veut. Moi, j'appelle ça de la valorisation des joueurs nationaux. Je trouve que c'est plus positif. Puis, à ce titre-là, je vais prendre le soccer en Italie. Avant, il n'y avait pas de règles. Et puis, les équipes commençaient à avoir beaucoup de joueurs étrangers. Et, à un moment donné, durant une Coupe du Monde, l'Italie a été éliminée très, très rapidement. Je pense qu'ils n'ont même pas fait la ronde éliminatoire.
Et à ce moment-là, la politique s'est mêlée du soccer italien et a dit là, ça suffit. Maintenant, on va avoir des quotas de joueurs étrangers parce que c'est inacceptable que notre sport national, on commence à avoir des performances très décevantes en Coupe du Monde. Donc, pour être certain que nos joueurs peuvent se développer au plus haut des niveaux, on va en mettre un nombre minimum dans nos équipes en Italie. Est-ce que tu sais par hasard, je pense pas que tu le sais, mais par hasard, quelle année que ça a été institué cette règle-là en Italie? En Italie, je ne sais pas, ça fait pas très longtemps. Bon, parce que moi, je me souviens, il y a plusieurs années, je parlais avec un Italien de soccer, justement, et lui me disait qu'à l'époque, en Italie, c'était surtout des bons... Il était bon à la défense. Parce que tous les meilleurs joueurs venaient de l'extérieur, puis c'était des compteurs. Donc, les Italiens développaient des bonnes qualités en défensive, mais quand ils sortaient dans des grands jeux, ils comptaient pas. Parce que leurs joueurs, c'était pas eux autres qui étaient les meilleurs joueurs offensifs. Oui. C'était des joueurs défensifs. Oui. Parce que les gros contrats allaient aux compteurs de but. Donc, c'est pour ça que... C'était des étrangers. C'était des étrangers. C'est ça peut-être qu'ils ont changé la règle en Italie pour produire des compteurs de but aussi. Écoute, à peu près toutes les ligues européennes de soccer ont des règlements comme ça pour protéger les joueurs nationaux. Donc, c'est rien de discriminatoire. Basketball en Europe. Oui. Hockey. Au hockey en Slovaquie, en Suède, en Russie, c'est ça, j'allais prendre le cas de la KHL, qui est une ligue professionnelle un peu... on compare parfois à la Ligue nationale, même si on dit ici que c'est de calibre moindre en Russie, là. C'est probablement vrai, là. Mais il reste que j'ai sorti les règlements ici. La KHL a le droit d'avoir 6 joueurs étrangers par équipe. OK, 6 joueurs sur une équipe de 22-23 joueurs. 17 joueurs russes. Par équipe. Exactement. OK, donc, seulement, ils ont droit à 6, mais ils ont droit à 5 sur la glace seulement. OK, donc, comme on disait, il y en a tout le temps 3-4 dans les estrades, là. Donc, ils ont droit d'en aligner 5 sur la glace au moment du match. Donc, on voit que c'est tout ça pour favoriser le hockey russe. Donc, pourquoi est-ce que nous, à Montréal, on dépense des millions dans notre développement, dans le développement de joueurs de hockey au Québec? OK? Et notre plus grosse équipe professionnelle au Québec, la plus grosse équipe professionnelle au Québec, qui est le Canadien de Montréal, a depuis 10-15 ans 2, 3, 5, 6 joueurs maximum qui viennent du Québec, qui viennent de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, nous, on pense que c'est inacceptable. Puis, je vais te donner un autre argument. Ça, c'est mon côté économiste, là. Je ne suis pas économiste, mais j'ai étudié, en fait, j'ai un bac en administration des affaires, là, en économie. Je pensais à ça, Daniel. Qu'est-ce qu'un joueur de la Ligue nationale, après sa retraite, qu'est-ce qu'un joueur typique fait après sa retraite? Ben, il essaie souvent de rester dans son sport, de chercher un job, un travail. OK. Recruteur, développeur, entraîneur, agent. Oui, OK. Il essaie de rester dans le sport qu'il aime, tu sais, souvent. OK, oui, il va se replacer dans son sport. Mais... qu'est-ce qu'il fait? OK. Je t'ai posé une colle. Ben, tu sais, il rentre à la maison, puis il prend une couple de semaines de vacances. Mais la femme a dit souvent, hey, quand est-ce que tu trouves une job, là, parce que prendre de la place dans la maison, elle n'est pas habituée. Un joueur qui a joué, disons, plus que 2 saisons, là, il revient, puis s'il n'a pas fait de folie, il a plus qu'1 million dans son compte de banque. Puis là, il se demande qu'est-ce que je vais faire avec ça, c'est quoi le restant de ma vie. Tu veux dire, il va essayer d'investir. OK. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? La majorité des joueurs, ils retournent dans leur pays. OK? Peu importe d'où ils viennent. Là. Puis je vais prendre les cas des Québécois. Souvent, ils vont revenir ici. OK? Et puis, ils ont quelques millions, puis ils vont l'investir dans des entreprises, dans l'immobilier. OK? Donc, j'ai fait un petit calcul. Si le Canadien de Montréal avait eu à peu près 10 joueurs québécois depuis 15 ans, mettons un salaire moyen de 1 million par année par joueur. Ça fait 10 millions par année. OK? Pour des joueurs québécois en salaire. Pendant 15 ans. 10 millions pendant 15 ans. Ça fait 150 millions, ça? Donc, juste au niveau économique, ces joueurs-là seraient retournés dans leur communauté, OK?
un cas typique. Là, je te dis pas le joueur qui reste aux États-Unis puis qu'il a rencontré une Américaine puis il a fait sa vie là. Ça aussi, ça arrive. Là. Mais on laisse passer aussi des millions au niveau de l'investissement dans la communauté par après. Je prends l'exemple de Stéphane Richer. Je pense qu'il a parti un club de golf. En quelque part, il a acheté un club de golf. Il y a plusieurs joueurs, ils achètent des restaurants. Ils s'en vont dans l'immobilier, ils achètent des bâtisses. OK? J'écoutais Barb Hartley. Là. Il ne coach pas cette année, Barb Hartley. Ça a l'air qu'il est dans l'immobilier, c'est d'acheter des immeubles à logement. OK? Donc, ces gens-là, ils investissent dans notre économie. Donc, en plus de ça, on laisse partir des millions quand on choisit juste des joueurs étrangers sans arrêt. OK? Donc, je pense qu'on devrait commencer à penser à nos billes, là, puis à nos affaires. C'est un bon point. OK? Donc, Bon point. ouais. Puis, je voulais dire, pour continuer sur notre rassemblement festif, donc, on n'a pas terminé notre liste d'invités. Il va y avoir d'autres personnalités qui vont se joindre à notre rassemblement. On va être devant le Centre Bell, ça va être gratuit. On va prendre la rue et puis ça va être pacifique, évidemment. On ne cherche pas à avoir le trouble. On sait qu'il va y avoir un match de hockey ce soir-là aussi. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est faire prendre conscience aux dirigeants et à M. Molson en particulier qu'il peut donner une orientation claire à son équipe et aller dans la direction d'avoir un minimum de joueurs québécois. En 2013, il l'avait dit qu'il allait avoir une plus grande présence québécoise, qu'il s'engageait à le faire. Mais sur la glace, ça ne s'est pas traduit, malheureusement. Puis il n'y a jamais d'objectif vraiment clair. C'est juste des intentions de. T'sais? Et puis après ça, bon, mais son équipe de recruteurs qui a à la tête Trevor Timmons ne semble pas avoir cette sensibilité-là à recruter des joueurs québécois. Donc, l'année passée, Daniel, il y a eu, en 100 ans d'histoire du Canadien, un triste record. Tu sais c'est quoi, hein? Pas de joueurs du Canadien. Pas de Québécois dans un match. Ça. Exactement. Donc, il y a eu un match où il y a eu 0 Québécois. Ça a été une première en 100 ans d'histoire. Même, on est rendu à 110 ans presque, là, 108 ans. Donc, il va falloir, moi je pense qu'il y a un devoir de... On ne veut pas vivre dans le passé. C'est pas la question. On sait très bien qu'avant ça, le Canadien de Montréal avait le premier choix sur tous les joueurs québécois, puis il était avantagé à ce niveau-là, puis etc. On sait très bien que ça ne reviendra jamais, puis on ne pourra jamais revoir les équipes des années 70. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça. Mais on sait que à travers la Ligue nationale, il y a 50-60 joueurs par année qui sont québécois qui touchent à la glace là, durant une période plus ou moins longue là, durant la saison. Donc, le Canadien peut faire des efforts supplémentaires pour avoir des joueurs dans son alignement. C'est bien beau, là, il y en invite 16 au camp d'entraînement cette année. Là. Est-ce que c'est juste une opération marketing là, pour dire on est l'équipe qui a évité le plus de Québécois dans son camp d'entraînement? On sait très bien là, que peut-être 1 ou 2 postes qui sont en jeu réellement cette saison. Là. Le reste de l'équipe est déjà canné, là, si on veut. Donc, il faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Là. Je veux dire, il va falloir que... Je t'en ai lu des commentaires qui sont sortis dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Okay. Ce matin, il y a eu un article par un journaliste qui parlait justement de ce fait-là. Là. Il y a 121 joueurs québécois qui font en ce moment, sont dans les camps d'entraînement. Ouais. Je regarde un message de M. Aymon, Jean-Claude Aymon. En effet, plus de la moitié de ces 121 joueurs, plus de la moitié, n'ont jamais joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey. Et de ceux-ci, seuls quelques-uns y accéderont un jour. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire s'il y en a 121 qu'ils vont faire la Ligue en ce moment. Ils vont être retenus. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Puis il y en a d'autres qui disent exactement là. Ce que tu viens de me dire, c'est que c'est comme pour faire plaisir aux Québécois. Exactement. Comme 16 d'invités. Ouais. Mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui vont faire l'équipe. Non, c'est ça. Sais-tu que il y a 2 équipes dans la Ligue qui risquent d'avoir plus de Québécois partant quand la saison va commencer? Combien? Nous, on a entre 3 et 4 potentiels. Oui. Il y en a, comme là, je vais sortir, tu as les Golden Knights,
Oui. Les Knights là, de Las Vegas. Mhm. Puis je pense que c'était les Avalanches de Colorado. OK. Il y en a 8 en ce moment qui sont invités. Puis ils ont des bonnes chances d'en avoir pas mal plus que nous autres. OK. Il y en a, écoute, regarde, les Knights de Vegas, de Fleury, Marchesso, Petton, David Perron, excusez, Ouais. Stéphane Matteau, puis William Carrier. Ça fait 5 réguliers. Mhm. Ils ont des chances de faire l'équipe. Puis t'as l'autre équipe, je pense que c'est les Avalanches, regarde bien ça. T'as Marc Barberio, Jonathan Bernier, Gabriel Bourque, puis A.G. Greer. Ils sont 4. Ils sont des partants. Ça veut dire que ces deux équipes-là, ils risquent d'avoir plus de joueurs que nous autres. Tu sais ça, Daniel, moi, j'ai pas de problème avec ça qu'il y ait des équipes qui en aient plus que nous, là. Par contre, je pense que le Canadien, il faut vraiment qu'à talent égal. Puis ça, c'est pas une idée d'indépendantiste ou de séparatiste. Serge Savard, Serge Savard, un des. Tu sais, c'était pas un indépendantiste, Serge Savard, là, non, on le c'est sait un très bien. fédéraliste, mais Puis il disait Qu'est-ce si qu'il moi disait? je le fais pas, personne d'autre va le faire. ben, c'est ça. OK? Et puis Serge Savard, là, il a pris, pas sa retraite, là, mais il a arrêté d'être directeur général à la fin des années 90. Ouais, à peu près ça. OK, donc c'est quand même pas dans les années tranquilles. Là. Tu sais, ça fait. Il était là durant le temps où il y avait un repêchage universel. Là. Tu sais, le Canadien n'avait pas tous les Québécois dans son équipe. Là. Il devait les sélectionner puis les développer, etc. Puis il a toujours dit ça, à talent égal, je prendrai toujours le Québécois parce que les autres directeurs généraux, pour la plupart, ne sont pas Québécois. OK, il y en avait très peu. Donc, les autres, c'est normal. Moi, Ça semble, ça ressemble. Exactement. Je veux dire, Moi, c'est ça. ouais. Donc, on a, mettons, à Montréal au moins, mais Mhm. ça semble, ça ressemble. Prenez-le Ouais. à talent égal des Québécois. Exact. Tu sais, la 3e, la 4e ligne. Tu là. sais, des gens, Et, c'est ça, exactement. Bon, tu m'apportes l'argument, là. La 3e, 4e ligne, on parle de 6 joueurs. C'est facile, là. 3e, 4e ligne, là, on peut facilement avoir des Québécois C'est sur quoi ces le lignes-là. caractère d'un plombier canadien? C'est un gars qui travaille pendant 30-45 secondes. Là, Mm. il joue défensif. Il Ouais. donne tout le temps son maximum. Ouais, il frappe, puis, tu sais, frappe. il a C'est un, il a son rôle, là. Ces joueurs-là, Ouais. là, ça peut être des Québécois. Ouais. OK? Ouais. Donc, il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Ouais. Ils sont pas mal égaux. Ouais. Regarde juste dénommé, je pense que c'est Gaudreau qui a joué avec les Prédateurs de Nashville. Les 4 premiers matchs en finale de la Coupe Stanley, il OK. avait 3 buts. Ah ouais. Tu sais, c'est un Québécois qui... 3e ligne, 4e Il est ligne. sorti de où, ce gars-là? Ouais. On l'a pas vu. Exact. Mais c'est ça qu'on l'a pas vu. Ouais. Et ainsi de suite, on l'a pas repêché. Ah ouais. Puis il paraît qu'il y en a, écoute, j'ai parlé avec des spécialistes de hockey, puis ils me disent ça, il y a des joueurs qui auraient dû être repêchés, puis que Exact. Canadiens Le n'ont Canadien, pas il les a repêché. laissés passer, exactement. les autres équipes, ils les ont pris, ils sont bien Ouais. contents. Ouais. Comme ça, mais ça fait que nous autres, on ne les a pas vus. Ils ont vu, mais tu sais, quand t'as pas la sensibilité, t'as aucune affinité. Trevor Timmons, là, je veux rien enlever, là. C'est probablement un spécialiste de hockey puis de détection de talent, là. Mais il reste que il n'y a pas ce réflexe-là de Ah dire. non, Tu c'est ça. sais? Donc, tu sais, c'est sûr, Daniel, si le Canadien avait gagné une Coupe Stanley dans les 10 dernières années, on ne pourrait pas trop parler comme on parle là. OK? Oui, Probablement. Parce que les détracteurs, qui c'est qu'ils Ouais. vont dire? Ouais. Ils vont dire, nous, on veut gagner la Coupe. C'est Donc, ça. c'est pas des Ouais. Québécois. Nous autres, si c'est un Russe ou un Finlandais, on s'en fout. Oui, Ouais. mais on n'a pas gagné la Coupe depuis quoi, 93? Ouais. On peut-tu bâtir sur quelque chose d'autre avec les Puis, Québécois? puis dans les derniers 20 ans, il n'y a même pas une finale de Coupe Stanley. Ouais. Il y a à peine, Ben, je pense, c'est une ça, finale de conférence. Exactement. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter, là. Tu sais, puis c'est pas une question qu'on est contre les étrangers. Prenez-les, les meilleurs étrangers, là. Tu sais, les meilleurs joueurs russes, chinois, n'importe quoi. Tu les prends, là, les premières, deuxième ligne, là. J'ai pas de problème avec ça. Même chose pour les défenseurs. Même chose pour le gardien de but. Carey Price, je conteste pas son rôle de premier gardien, là. Par contre, le deuxième gardien de but, pourquoi pas aller chercher un Québécois? Tu sais, il donnait l'expérience. Tu sais, le deuxième gardien de but à Montréal, il va garder combien de buts cette année à peu près? Parti, Combien de parties, ouais? Vingtaine à peu près. Même pas. J'ai entendu dire qu'entre 12 et 15, Ah, là. peut-être, Tu sais, ok. Carey va en garder à peu près 65. OK. Tu sais, sur 82. Bon, à peu près 20, comme tu dis. 15 à 20, 22, 15, c'est 18, ça. quelque chose comme ça. Tu sais, oui, c'est important, là. Il faut avoir quelqu'un de fiable comme remplaçant. Ben, écoute, regarde des grandes vedettes qu'on a eues, OK? On va partir dans le temps des Aurel Jolia, des Howie Morans, des Maurice Richard, des Toe Blake, je pense qui venaient de Montréal.
Qu'est-ce qu'il y a eu à part de ça? Il y a eu Guy Lafleur, Jean Béliveau, Boum Boum Jean Ferrion, Yvan Cournoyer, c'est des Québécois. Là, mais ça, c'est des vedettes. Ouais. Les autres, s'ils n'avaient jamais été repêchés par le Canadien, ils n'auraient jamais connu leur carrière. Exact. Il m'a donné 2-3 noms, gars. Régent Houle. Régent Houle, m'a donné un autre, là. Claude Lemieux. Mhm. Lui, il vient de Mont-Laurier, OK? Ouais. Il a joué pour le Canadien, puis il était important dans les éliminatoires. Ouais. OK, On l'a Claude découvert Lemieux. contre Hartford. Yvon Lambert. Il y en a compté des buts importants dans les finales de la Coupe cette année, puis tout ça. Puis il y a eu un autre, j'ai oublié, Patrick Roy, tu sais, c'est sûr. Puis, Il a joué, je pense, à Drummondville à l'époque, puis il y avait des 60 lancés par partie, là. Ouais. C'est développé. Mais c'est ça. Ces joueurs-là peuvent justement apprendre à devenir quand même des bons plombiers et de sortir justement leur épingle du jeu. Comment on dit ça? Ouais. Tirer leur épingle du jeu. Leur épingle du jeu. Donner-leur leur chance, la chance. Puis quand on se préparait pour l'émission, comme tu me disais, là, les Américains à Lake Placid, là, en 72, en 80. La moyenne, 21-22 ans. Ouais. C'était des la inconnus. plupart des joueurs de NCAA, des joueurs collégiaux. Je me souviens qu'il y avait Craig dans les buts, puis les autres joueurs, je ne me souviens pas tellement, mais ils ont battu les Russes, ils ont battu les Finlandais, ils ont battu tout le monde. Ouais. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ont joué avec passion, il y avait le feu sacré dans le cœur, dans le sang, puis ils donnaient le maximum à chaque fois qu'ils allaient sur la glace. À chaque tour, en anglais on dit à chaque shift, tu sais, ils étaient sous la glace, puis ils donnaient le maximum, puis ils ont battu des grandes équipes, parce qu'ils ont joué en équipe. Ouais. Hein, quand l'équipe devient une équipe, elle est dure à battre. Ouais. Puis c'est sûr que s'il y avait 10, 12 Canadiens Québécois, quand on dit Québécois, c'est pas juste des fils de souche, là. Non, on parle exact. des Québécois, des gars qui ont appris le hockey au Québec, Exact. qui ont été élevés au Québec, qui sont peut-être nés au Québec ou ils sont venus de l'extérieur, mais ils ont appris le hockey au Québec. Absolument. Ils vivent au Québec, c'est des Québécois. Ouais. Ils partagent notre culture, nos valeurs, mais c'est des Québécois, donc c'est ça. À l'image du hockey d'aujourd'hui, là, on ne demande pas d'avoir juste des Tremblés d'Amérique. Non, c'est parle de Québécois. C'est ça. À l'image du hockey, de notre système de hockey en 2017, là. Donc, il y a des joueurs d'un peu partout, là. Donc, ça même, la question ne se pose même pas. Là. Mike Ribeiro, c'est un Québécois. Georges Larac, c'est un Québécois. Enrico Ciccone, c'est un Québécois. La question, ça se pose même plus comme question. Ceux qui veulent juste des Tremblés et des Goulets, là, ils sont plus dedans. Là. Ça marche pas, mais... Ou des Allengers, ou des... écoute bien, là, fait que... Des Saint-Hilaire. Je ne sais même pas s'il y a déjà eu un Saint-Hilaire dans il faudrait regarder. Il est trop tard, hein? Je pense pas. Je vais faire un retour. Là. Mais, c'est ça. Fait qu'on est rendu là. Moi, je suis pas un spécialiste de hockey, hein, Daniel. J'ai décroché, j'ai peut-être déjà été très intéressé au hockey, là. Là, j'ai décroché beaucoup depuis quelques années. Moi, je suis plus dans disons, la passion du sport en général. J'aime beaucoup les histoires de sport, plus que les technicalités, les statistiques. Ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, je veux dire aux gens aussi, la Fondation va être interviewée demain matin par le FM 93. Ça a l'air, c'est une radio de Québec qui est très populaire. Et ils veulent entendre parler de notre projet de rassemblement pour... Le 14 octobre? Du 14 octobre à 18h30. C'est un samedi, ça? C'est un samedi, oui. Samedi, OK. Samedi soir, OK. Oui. Donc, ceux qui veulent peut-être écouter ça, là, on va passer au FM 93 demain matin à 8h50 avec un Sylvain Bouchard. Donc, on va répondre à leurs questions. On voit qu'il y a un intérêt. Les médias s'intéressent à ce dossier-là. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, à 91.9 FM, il y a eu Martin Leclerc qui en a parlé. Puis Martin Leclerc, en 2010, à Vancouver, avait écrit un article, un très bel article, là, qui stipulait, qui disait que lui, il trouve que ça serait normal qu'aux Jeux olympiques, on ait une équipe du Québec, justement, qui participe en tant que nation. Vu qu'on est une nation, on n'est pas souverain, mais on est une nation. On est reconnu au niveau international. Donc, lui, il trouvait ça normal. Donc, Martin Leclerc a été au bâton ce matin à 91.9. Et on a eu un article aussi d'un autre journaliste. Là. Je vais essayer de te trouver son nom. Dans le Journal de Montréal, ce matin. Oui, c'est Mathieu Boulay qui a écrit un article. Le Canadien se réveille ou que le Canadien comprend le message ou quelque chose comme ça. Oui, là. c'est ça. Oui. T'as raison, oui. C'est, Donc, ça commence, là.
Ouais. Donc, on s'attend que les stations de radio, télé, journaux s'intéressent à ce dossier-là d'ici le 14 octobre. Oui, et puis je peux même vous le dire ici, là, tiens, entre nous, les radios infocystéistes, là. Tu te laisses aller là ce soir, moi, Stéphane. Ouais, écoute, on est transparent, là. Tu sais, on n'a rien à cacher. C'est un scoop qu'on a, là. Oui, ben un scoop. Un petit scoop. Écoute, on a eu l'intérêt de Ron Fournier, là, donc... Le pape. Oui, c'est sûr que sport. ça fait un petit vlot là, quand Ron Fournier nous écrit un message pour dire je veux vous parler à propos de votre projet. Là. Donc, est-ce qu'il va se mettre derrière nous? Est-ce qu'il va nous faire de la publicité? Ça va se passer dans 2 semaines à peu près. Ouais, dans 2 semaines, on a une petite rencontre téléphonique avec lui. Ouais. Donc, on va voir s'il a envie d'embarquer ou pas. On va voir ici si l'intérêt grandit dans les autres médias d'ici 2 semaines et d'ici 14 octobre. Ça risque de... Surtout que le premier match, le match qu'on va faire notre soirée festive, c'est les Maple Leafs. Toronto. Ouais. Donc, on risque d'avoir des bonnes discussions dans les gens qui rentrent au Centre Bell. Ben, ouais. Des bonnes discussions. Oui, absolument. Des débats, des bonnes discussions. Civilisées. J'espère. Moi, tu sais, il y a quelqu'un qui me disait les gens, ils ont été au restaurant, ils ont pris de la bière, les esprits sont échauffés, disons, puis vous allez attirer les problèmes. Moi, je pense pas. Je pense que les gens, en 2017, là, on est capable de jaser. Regarde, si jamais on voit que ça brasse, on s'en ira. Nous, on n'est pas là pour... Mais tu me disais aussi, qu'est-ce qu'un gars de Toronto, il s'en fout qu'il y ait 4 Québécois, 8 Québécois. Lui, il est partisan de Toronto, lui, là. C'est ça, lui... Ceux avec qui on risque d'avoir des discussions enflammées, c'est les fans du Canadien. Ouais. Les Québécois qui sont contre... Les cols rouges, là, les appelle? Ouais, ceux qui sont contre cette idée-là, d'avoir plusieurs Québécois, de choisir un Québécois d'abord et avant tout. Eux autres vont nous engueuler, vont discuter fortement. C'est pas grave, on est capable d'en prendre. Tant que ça reste des paroles, lors moi, de pas de la problème. finale des championnats du monde junior, c'était Canada contre les Américains. Ouais. La finale, c'est ça? Oui. Et on était devant le Centre Bell et on a eu des bonnes discussions assez solides avec des Anglais, des anglophones. Mais ils ont été quand même très civilisés. C'était pas des antifas, c'était des fans de hockey. Donc, ça c'est quand même... On a eu du plaisir à échanger et à débattre. Ouais. Là, il y aurait eu plus matière, disons, à avoir des échauffourées ou des prises de bec, là. Et je pense que tu as senti la laine d'une couple de personnes, toi. Oui, ils t'ont parlé assez proche du visage. Il y avait à peu près 20 000 chandails rouges. On était à peu près une vingtaine. On était à 20 contre 20 000, là, mais il n'y a pas eu de problème. Donc, les gens, on a eu du plaisir quand même avec eux autres. Les gens étaient surpris quand ils nous voyaient. Ils reculaient, disaient OK. Exact. OK. Ben, là, on leur a dit que nous, on aurait... Écoute, ça aurait été quoi d'avoir une équipe du Québec au championnat du monde junior? Ça aurait attiré les foules. Ouais. Ça aurait vendu des produits dérivés. Et il y a il y a des matchs, il y avait 2000 personnes, ça aurait été plein. Écoute, ils ont perdu des milliers de dollars le championnat du monde. Exact. C'était à Montréal en plus, tu mets une équipe du Québec. Tous les restaurants, Daniel, les restaurants, les bars, là, ça aurait été plein. Ça n'a pas été, écoute, ils n'ont pas été vite. Ils n'ont pas été vite. C'est que au niveau... je suis poli, je suis gentil. Non, je suis politiquement correct. Arrête. C'est plate. Moi, je suis le bon cop. Aujourd'hui, tu es le bad cop. Ouais, non, mais tu sais, on sait très bien que c'est une question politique. À travers... Ah oui? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit non, nous autres, on veut pas. On se mêle juste de politique. Nous autres, le sport, ça ne nous intéresse pas. T'sais, le sport, si le sport n'est pas politique, qu'est-ce qui est politique? Ah ouais, c'est sûr. Donc, le sport, c'est très politique. Regarde juste aux Jeux olympiques. Souviens-toi de chez la COPS, dans un des jeux, je pense que c'est Albertville, M. Pitroux, il y avait à peu près, je te dis, je pense qu'il devait y avoir 10 000 drapeaux du Québec dans le village. Ah oui. Où le Canada était, dans le village olympique, il y avait au moins 10 000 drapeaux. Je pense que c'est Jean-Luc Brassard qui avait fait un commentaire. Là. Il était porte-drapeau en plus. Il avait dit hey, je pense qu'il y en a assez. J'ai une indigestion de drapeaux du Canada. Ça avait fait les manchettes. OK, ouais, des drapeaux, pas des drapeaux du Québec, des drapeaux du Canada. Canada, c'est ça, exact. Elle avait bourré. C'est incroyable.
Non, mais c'est Ouais. incroyable. Tu dis, assez, Ouais. c'est assez. Là. Ouais, Écoute, exact. On sait Même- que t'es canadienne, là, mais... Ouais. Même les athlètes des autres pays disaient, là, tu sais, là... Pourtant, notre flotte de liste est tellement beau. Regarde juste dans tous les événements, non, mais je te dis, Ouais. tous les événements qu'on a une équipe du Québec qui participe dans le monde, les autres équipes, à la fin du tournoi, ils veulent échanger ouais, exact. leur chandail, leur Ouais, coton ouais. ouaté, leur casquette. Ouais. Et les Québécois, qui c'est qui disent la plupart du temps, disent non. J'en ai juste un, puis je le garde. Ils sont fiers de le porter. Ouais, ouais, Mais exact. le fleur de lys, là, il est aimé à travers la planète. Ouais. Par exemple, au championnat du monde des combats médiévaux, ils se battent les gars en armure, puis il y a le fleur de lys en avant. C'est l'uniforme le plus aimé, Ouais, le ouais. plus en demande. Ben oui. Justement, écoute, on est fiers de notre fleur de lys. Je sais pas si c'est pareil comme au centre d'achat à Québec. Là, il y a un centre d'achat hein, à Québec qui s'appelle le Fleur de Lys. Ah, ben oui, Tu connais exact. ça? Ben oui. Fleur de Lys. Oui, il paraît que... Ils ont refusé une personne qui avait un chandail avec une effigie de la meute. ouais. On dit, mais vraiment, là, en tout cas, Ben oui. il paraît que Stupid, André Pitre, a suggéré aux gens d'y aller avec un chandail et prendre des photos et des vidéos. On va attendre cette Non, semaine mais- si ça va sortir. là. Mais c'est là qu'on voit la force des réseaux sociaux, hein. Ah oui. Parce qu'avant ça, ils auraient contrôlé le message, on n'aurait jamais entendu Ben, parler. c'est ça, ben ouais. Puis là ça va créer quoi, justement? L'effet contraire de ce qu'ils voulaient. C'est que là, en sortant... contraire, ben oui. Ben oui, c'est que... Comme Jackie Singh et les Ah Antifas oui, lors exact. de la Exact. manifestation pacifique de la meute à Québec. Mhm. Ils ont attaqué les policiers, ils ont attaqué un des citoyens paisibles, dont 2 sexagénaires, dont il y en a un qui a eu une c'était- commotion cérébrale. Ils ont attaqué un père avec ses 2 Ouais. enfants. Écoute, Ouais, écoute, l'effet contraire. Tu sais. exact. Donc, soyons pacifiques. Si on a un message à passer, on le passe Ouais. pacifiquement. Puis on regarde juste l'espèce de commission là, de culpabilisation que Couillard va mettre en place, là. C'est en train d'y revenir. Tu sais, c'est en train d'y revenir d'en face, là, complètement, là. Il veut T'sais, faire ça à huis clos, pas de oui. caméra, pas de journaliste. Aujourd'hui, je Ben. sais pas si je suis correct dans mon information, là, mais j'ai vu que le responsable du centre culturel islamique, là, il veut pas y aller. Exact. Ça a été, Il veut pas y aller. ça a été publié dans la Non, presse. il veut pas. Ah, exact. Il Il veut pas y aller. ça ne l'intéresse pas d'y aller. Mais voyons donc, Fait OK. que- Qui va y aller? Ouais. Si lui, il va pas, qui va y aller? En tout cas, moi, Écoute, trouve ça, je veux te lire ça, Daniel. ouais. J'ai fait des recherches là, pour argumenter un peu notre prise de position par rapport aux Canadiens de Montréal. Les restrictions du nombre de joueurs, ils appellent ça extra-communautaire, OK? Donc des joueurs étrangers. Ainsi, en Espagne, OK, les clubs de première division sont autorisés à inscrire un maximum de 3 joueurs étrangers. En soccer, ça. En soccer, oui, c'est le sport en national. sport, Là. OK. Donc, en première division d'Espagne, 3 joueurs étrangers maximum. Et là, tu me donnes soif avec ton eau, là, si François m'écoute. Là. C'est un verre, quelque chose? Un café aussi, François. Là, je commande ça directement en ligne. Là. Descends-moi ça, s'il te plaît, j'ai soif. Fait que, non, c'est ça. Puis, vois-tu, en Grèce, OK, tu m'arrêtes, là, si c'est plate, là, ce que je dis. Là. Ah, vas-y, que non, c'est bon. C'est Parce que- informatif, c'est très Non, non, mais informatif. c'est ça parce que je veux, tu sais, je veux sortir des Ouais. données qui sont pertinentes. Là. Donc, en Grèce, le règlement semble fonctionner de la même façon. Le nombre de joueurs étrangers étant limité à 5 par club. OK? Donc, la Grèce des méchants racistes, là, Ouais. hein, ils sont contre les étrangers. Hein, on va dire ça de même. Là, tu sais. En Croatie, les clubs de première division sont autorisés à aligner 6 joueurs étrangers. Donc, un club de soccer, c'est combien? Tu sais Ben, combien? c'est là? 11 qui jouent, ça doit avoir une vingtaine aussi. C'est plus, ça, une exactement. vingtaine. On m'a dit qu'il y en avait 6-7 sur le banc. Là. Ben, Donc, on vingtaine. parle de 20, ouais. Au moins, je pense 20. Ouais. tu sais. Donc, si on Un doit... gardien substitut aussi, peut-être, un ou deux. C'est ça, exact. Donc, si on parle de... Vois-tu, là, on vient de dire 3, 5, 6, là, en disant en moyenne de 5. Là. Donc, ça veut dire qu'il y a 15 joueurs nationaux qui peuvent jouer dans ces ligues-là, puis seulement 5 étrangers en moyenne. Là. Donc, nous autres... As-tu un aparté, là? Mm. As-tu des chiffres sur l'Inde, par exemple? Non. Ils ont des équipes de soccer, de cricket ou je sais pas quoi, là. Il faut... Hockey faudrait- sur gazon. Ouais. Parce que sais-tu quel est le pays le plus raciste au monde et où la liberté d'expression est le moins... L'Inde. ça, c'est l'Inde. Numéro un. Ouais. J'aimerais ça voir eux autres s'ils ont des quotas, pour voir. Ouais. Juste pour voir, parce que faut dire que quand je parle de l'Inde, je pense à un gars qui s'appelle Jackie Singh.
Ah Puis ouais? lui, ses parents sont originaires de l'Inde. Oui. Et je comprends pas. Ses deux parents? Non, un des deux. Un des L'autre, deux, je sais hein, pas ouais, d'où c'est ça. il vient, Ouais. là, mais quand même, Ouais. quand tu as du sang hindou, là, les pays les plus racistes au monde, tu arrives au Québec, tu essaies Ouais. de t'adapter, t'intégrer, puis Mm. adapter le système de valeurs, la Ouais. culture de ton Non, peuple effectivement. accueillant. Ah, continue. Non, mais on est on devrait peut-être l'inviter, lui, pour parler du sport indien, puis des s'il quotas. connaît ça, s'il connaît ça. Ouais, on essaiera. Je suis un partisan des Maple Leafs, là. Ça serait intéressant. Ça dépend qui qu'on invite. C'est-tu Jackie Singh ou Michel Goulet? On invite. Ah oui, on invitera Michel Goulet. Ah ouais, Alias Michel. Michel Ah ouais. Goulet. Exactement. Donc, OK, donc je continue. La Bulgarie, qui est un pays en Europe. 3 joueurs étrangers qui sont permis dans leur club élite de soccer. Ensuite de ça, les Italiens. Donc, ça nous intéresse ici. Un club de Serie A, donc première division. Ouais, c'est ça. OK. Peut recruter jusqu'à 2 joueurs étrangers. OK. Et puis après ça, il y a des petites variantes, là, mais disons que les grandes lignes, là, c'est 2. OK. Après ça. L'Angleterre, là, la Premiership, c'est une grosse ligue. Je suis rendu là. Le cas anglais. Espagne, Allemagne, j'aimerais savoir si c'était ça. OK. Ça, autres qui appellent ça de la discrimination au talent. OK. En Angleterre. Donc, le système anglais, ils ont adopté une règle qui s'appelle le Homegrown Player. Okay? Donc, les joueurs qui sont développés sur la terre anglaise ou britannique. OK? Donc, ils ont adopté un règlement. Donc, le joueur en question doit avoir participé à au moins 75% des derniers matchs de sa sélection senior sur les 2 dernières années. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Là. Donc, tu vois-tu, là, ils disent que c'est très complexe, le système anglais, au niveau des joueurs, là, la sélection des joueurs. Parce que des fois, ils font des contournements pour être sûr d'aller chercher une vedette. Là. Ouais. Des fois, là, ils contournent les règles. Okay, mais il reste qu'il y a des règlements au niveau des joueurs nationaux. C'est ce qu'il faut retenir. Là. Et puis, je n'ai pas de chiffre ici. Le nombre limite de joueurs... Il faudra aller voir l'alignement une bonne fois des équipes c'est comme ça. Manchester United, Chelsea, tout ça. Là. OK. Donc, Et as-tu Espagne, France, Allemagne? oui, j'ai l'Allemagne ici. Donc, On parle des puissances. Bon, l'Allemagne, donc souvent la Coupe du Monde, là, puis très fort. Donc, il faut absolument que l'équipe allemande qui joue dans la Ligue allemande, elle doit absolument inscrire au moins 8 joueurs formés localement. Pour un match de Oui, exactement. Inscrire sur la feuille de match. OK. Au moins 8 joueurs formés localement. OK, donc 8 sur 20 à peu près. Donc, c'est à peu près ce qu'on demande pour le Canadien de Montréal. Okay, j'ai été en conversation avec François Parenteau, l'humoriste des Apartis. OK, parce qu'en ce moment, j'envoie beaucoup de messages à certaines personnalités pour qu'ils se joignent à nous, à notre rassemblement. Puis, je pense pas que ça les dérangerait, là, M. Parenteau, là, que je dis ça publiquement. Là. Lui, il me disait, oui, mais ce sont des règlements de ligue. Puis ça ne se compare pas à un règlement d'équipe. OK, donc, par exemple, si la Ligue nationale imposait un règlement, là, toutes les équipes seraient soumises au même règlement, puis là, ça serait plus égal. Donc, mais là, de dire que l'équipe de Montréal seulement s'impose elle-même un règlement, ça devient difficile à défendre. OK? Moi, à ce niveau-là, effectivement, j'ai trouvé que c'était un bon argument. Fait que j'ai été chercher, puis en Espagne, il y a une équipe dans la première division espagnole qui s'appelle l'Athletic d'Espagne, OK, qui est en... Quelle ville? Qui est Bilbao. Je ne sais pas si tu connais ça, Bilbao. Bilbao, c'est en Catalogne. Au Pays Basque. À Pays Basque, c'est ça. Okay. J'ai visité le stade, là. OK. J'étais en compétition à Bilbao, justement. Et c'est là que j'ai commis ma fameuse gaffe, là, lors du mondial. Tu la compteras tout à l'heure, une belle anecdote. OK, donc Bilbao a un règlement interne qui dit que tous les joueurs, puis là, ça a peut-être changé, là, ils acceptent peut-être 2 ou 3 joueurs vedettes qui sont étrangers, là, mais les joueurs doivent absolument avoir des origines basques.
pour pouvoir jouer pour l'équipe. Ben ouais. OK? Puis en instaurant ce règlement-là, ils se disaient, ouais, mais tu sais, on va être relégué aux divisions inférieures. Ouais. C'est pas arrivé. Ils se sont toujours maintenus. Puis ils ont même remporté... Ils ont déjà été des champions. Ils ont déjà remporté certaines victoires. Là. Je ne suis pas un spécialiste de soccer. C'est une équipe quand même qui est connue en Espagne. Exactement. Donc, ils ont, malgré ce règlement-là, ils ont été capables de se maintenir dans la première division espagnole et de rester quand même compétitifs. Donc, c'est faisable. Donc, c'est faisable. Ouais. OK? Et donc, nous, on pense surtout... on regardait dans la Ligue nationale de hockey, il y a à peu près 600 joueurs. Okay? 30 équipes à 20 joueurs par équipe. On parle de 600 joueurs en tout et partout. Là-dedans, il y a 400 joueurs. 400 sur 600 proviennent... Attends, je ne veux pas me tromper. Là. Je ne veux pas dire des niaiseries, mais si je ne me trompe pas, c'est 400 sur 600 qui viennent du Canada. OK? Et sur les 400 Canadiens, il y a à peu près 50 Québécois. OK? Donc, on parle d'à peu près 12, 13, 15% des joueurs canadiens qui proviennent du Québec. OK? Quand on pense qu'on développe plus de 20% des joueurs, il y a comme un manque à gagner en quelque part. OK? Donc, ce qu'on allait dire tantôt, puis moi, je maintiens ça, c'est que je sais que Robert Sirois a écrit un livre qui s'appelle La discrimination, là, le Québec mis en échec, discrimination dans la Ligue nationale. Moi, je veux pas appeler ça de la discrimination. Je pense pas que les directeurs généraux, qui sont en majorité des Canadiens anglophones, là, sont discriminatoires envers les Québécois. Je pense plutôt qu'ils ont un système, un réseau de contacts, okay, qui est beaucoup mieux développé dans le reste du Canada. Donc, c'est normal qu'ils ont plus d'informations au sujet des joueurs ontariens, albertains, parce que leur réseau est là. Okay? Et ils ont beaucoup moins, disons, d'emprise ou de racines au Québec. Donc, moi, j'appellerais ça simplement de la discrimination positive ou du favoritisme naturel envers les joueurs canadiens anglais. Puis c'est pour ça qu'on en trouve autant dans la Ligue nationale de hockey. C'est que à talent égal, ça, là-dessus, je suis d'accord avec Robert Sirois, c'est qu'à talent égal, le bon joueur canadien-anglais va toujours être pris avant le Québécois. OK? Puis c'est pour ça, je pense que le Canadien de Montréal se doit de favoriser les Québécois dans ce cas-là. OK? Parce question, la France, as-tu la France? Oui, j'ai la France. On parle des cousins français, là? Oui. Donc, on revient au document que j'ai sorti pour dire que il y a toutes sortes de règlements dans les ligues à travers le monde pour ça m'intéresse, nos cousins, là. Favoriser les joueurs locaux. Donc, je te sors la France. Parce qu'il y a des grosses équipes. Écoute, là, en ce moment, il y a Paris Saint-Germain. Est-ce que tu as déjà vu le logo, le chandail du Paris Saint-Germain? Il y a tellement de publicité sur le chandail. Tu as vu ce qu'il y a dans le milieu? C'est quoi dans le milieu? C'est PS. La fleur de lys. Il y a une fleur. Oui, absolument. J'ai vu ça hier ou avant-hier. Oui. Puis ils ont deux bons joueurs, là. Ils ont eu, ils ont Neymar qui joue là. Puis il y a un autre, là, un jeune noir, 19-20 ans, qui est bien bon, là. Puis il y en a, en tout cas, ils sont trois bons attaquants, là. Ils ont gagné, je pense, 5-0. Ah ouais? Contre une équipe de la Ligue des Champions. Oui. Puis Neymar a décidé d'aller jouer là, puis ça avait fait une Neymar petite... il y a un joueur, là, je pense qu'il jouait à Monaco avant, un jeune noir. Là, il était écœurant. Plus un autre, là, un genre de latin. Là, il a compté 2 buts dans la game, là, mais écoute, ils ont toute une équipe. Mais les autres, la France, on doit combien? Bon, c'est ça, je vais te sortir ça, mais juste pour finir, Neymar, lui, il jouait avec Messi, hein, je pense, en Espagne. Puis ça a l'air que c'est plus une question que lui était un peu dans l'ombre, hein, des grands joueurs comme Messi ou Ronaldo, là. Puis il a décidé, les gens ils disaient pourquoi tu vas jouer à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est pas comme une puissance, si on veut, au niveau des ligues, des équipes européennes. Ouais, mais là, ils s'en viennent. Bon, ben c'est ça, c'est que lui, il voulait justement faire sa marque. De dire, moi, c'est moi le leader incontesté, puis je vais amener ce club-là au niveau de l'élite européenne. OK, donc c'est une question d'orgueil. Donc, surveiller le fleur de lys avec Paris Saint-Germain. OK, donc on y va avec le cas français, du soccer français, donc qui applique des règles de favoritisme envers les joueurs français. Donc, en France, chaque supporter
sait que son club a droit à 4 joueurs étrangers dans son effectif. On a également en tête qu'un joueur peut avoir une double nationalité qui lui octroie un statut de communautaire. Donc, communautaire, c'est un joueur national, un joueur local. Par exemple, l'effectif de Paris Saint-Germain est composé de nombreux joueurs sud-américains. OK, ça, en passant, ça date de 2017. Donc, assez récent. non, excuse, je l'ai imprimé en 2017. Hein? Ça date de 2014. OK, donc, si je nomme des joueurs qui sont plus là... Bravinovic, là, tu dois il est plus là, lui. Non, lui, je ne l'ai pas. Lui, j'ai Pastor, Lavezzi, Marquinhos, Maxwell, Silva, Alex, Lucas et Cavani. Cavani, je pense qu'il joue pas. Donc, mais le PSG ne compte officiellement que 4 joueurs étrangers, alors que tous les joueurs que je viens de nommer, c'est en principe des étrangers. C'est pour ça que je disais tantôt... Il y a toujours moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner. Ils ont des doubles nationalités. C'est ça. En France, c'est assez rapide. Donc, regarde, en athlétisme, le nombre de Maghrébins, là, des Maghrébins, là, des Algériens, Marocains, c'est plein. En demi-fond en France. Les Africains aussi. Sénégal, Cameroun, Mali, exact. Tout pour la France. C'est ça, ils leur donnent leur citoyenneté. Une colonie, là, c'est des... Mais il reste qu'officiellement, ils ont droit à 4 étrangers. Après ça, il y a des zones grises, il y a des sortes de passe-passe, des crosses, etc. Mais on comprend le principe. C'est qu'il y a quand même un désir de vouloir développer les joueurs français d'abord et avant tout. Puis après ça, on amène les autres meilleurs. Écoute, veux-tu qu'on... Là, il y a M. Allard, on va l'attendre dans quelques minutes. Donc, on peut prendre une pause immédiate. On passe... dans 7 minutes? On peut la prendre immédiate, la pause, parce qu'il appelle à 45. OK, d'accord. Donc, on part... écoute, j'aimerais ça, Colin, j'aurais aimé ça qu'on mette une chanson de Tex Le Corps, parce que... Vas-y. Non, mais je vais envoyer bien touché par sa mort. Je vais envoyer un message à Jean. Là, OK. Puis je sais que François, je le salue, François Saint-Louis, je le félicite. Il a fait une émission spéciale là, dévouée à Tex Le Corps. Ouais. Ça a été très touchant. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Et Colin, ces gens-là comme Tex, c'est tellement des gens de cœur, des gens qui sont inspirants. Puis... moi, en tout cas, je veux y rendre hommage. Là. Si on est capable d'avoir une chanson de Tex, là, je vais essayer de trouver ça. Là. Sinon, on va passer à d'autres choses, mais je vais voir s'il n'y aurait pas un petit dossier Tex ici. Là. Non, j'en vois pas, malheureusement. Bon, mais on va mettre un Jerry Boulet. Ah, mais parfait, ça. Je dis ça, puis en même temps, j'en ai pas. Manu du Québécois, là. Il n'y a pas de qui. Il passe tellement plus souvent sur les autres radios. Non, malheureusement, là, j'ai... Ah oui, attends un petit peu. Le frigidaire ou Embarque dans mon char de Tex Le Corps? Un des deux. Ou le Patriote. On va mettre le Patriote. Le Patriote encore. OK. On va voir si ça marche. Là. Oh, je ne sais même pas comment le faire marcher. Tout va bien. Madame la Marquise. Attends un petit peu. Ouais, on a des nouveaux ordinateurs dans le studio. C'est parti, mesdames et messieurs, je pense. C'est l'heure que Serge Rolin est pas là, pourrait la chanter. Jean-Marc, besoin de ton aide.
chacun de nous, c'est la même misère. Et partout la famine a ce goût de colère. D'Europe ou d'Amérique, des villes et des campagnes, répondre à l'appel des résistants d'Espagne, venus soutenir la lutte contre la tyrannie, pour une Espagne libre que l'armée a trahi. Allez, allez, la victoire en chantant, ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang, n'entends-tu pas au loin le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Victoire en chantant. La victoire en chantant. Moscou nous a trahis et Londres abandonné, et le reste du monde le dos nous a tourné. Allez frères d'armes, combattre sans drapeau, devenus clandestins restent nos idéaux. Allez pac pac, si la nuit est tombée sur une Europe changeante où l'Espagne a croulé, il reste encore l'espoir que tout n'est pas perdu. Contre la dictature, le combat continue. Allez, allez, la victoire en chantant, ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang, n'entends-tu pas au loin le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. C'est le moment pour faire une pause pour vous rappeler que cette émission est une présentation de la Fondation Équipe Québec pour une équipe nationale dans chaque discipline sportive. La Fondation Équipe Québec. Visitez leur site web www.feqc.org. Nous revenons après cette pause. Du ciel bleu est un rêve pour les amoureux qui chantent à Rosemont sous la pluie. Chaque larme du ciel bleu pour un cœur heureux. Qui passe à Rosemont sous la pluie. Dans les rues du quartier, la jeunesse danse tendrement, enlacée la même romance. Chaque larme du ciel bleu, de l'espoir pour les amoureux qui rêvent
à Rosemont sous la pluie. Tip-tap, tip-tap sur le toit des maisons. Tip-tap, tip-tap à la jolie chanson. Les jeunes filles, les jeunes gens s'en vont le cœur content. Chaque larme du ciel bleu est un rêve pour les amoureux qui chantent à Rosemont sous la pluie. Chaque larme du ciel bleu pour un cœur heureux. Est l'amour qui passe à Rosemont sous la pluie. Les chiffres que t'as, c'est ça? Dans les rues du quartier, la Faut que tu te fasses jeunesse connaître. danse tendrement enlacée la même romance. Chaque larme du ciel bleu de l'espoir pour les amoureux qui rêvent à Rosemont. Hey, parle de... C'est le moment pour faire une pause pour vous rappeler. Rebonsoir tout le monde, nous sommes jeudi le 14 septembre, bienvenue encore pour la fin d'émission Radio Info Sport sur radioinfocité.com. Donc on continue, écoute, on attend l'appel dans quelques minutes de Jean Lard, notre analyste commentateur de baseball, celui qui est présent au match de baseball, mais il a fait les Jeux olympiques, les Jeux panaméricains et plusieurs autres jeux, donc on va l'avoir. Il nous fait l'honneur de participer à l'émission ce soir. Il va nous parler des derniers championnats du monde de baseball. Je sais, Daniel, aussi, on a des auditeurs qui s'intéressent à la boxe. Donc, on a notre collaborateur normalement. Là. Oui. Il y a il ne sera pas là, Simon, cette semaine, mais la semaine prochaine, probablement que oui. Donc, il y a un gros combat de boxe. Ouais. Le combat de boxe de l'année. Golovkin contre Canelo. Donc, écoute, samedi soir, si vous voulez me voir, je vais être au Resto Pub, coin du métro Henri Bourassa, comme d'habitude, avec plusieurs coachs de boxe, des boxeurs qui vont être là aussi sur place pour voir ce combat qui va être le combat de l'année. Monsieur Jean Lard, vous êtes là? Salut Daniel. Ça va bien? Très bien toi-même. Bon, t'es revenu quand, là, des championnats mondiaux de baseball? Lundi soir, de retour de Thunder Bay. Ah, ça fait pas longtemps qu'il était à Montréal. Donc, c'était. Parle-nous donc du championnat. C'était un championnat du monde de baseball de quel âge, ça? Quelle catégorie? C'est les championnats du monde de baseball junior, donc c'est under 18, 18 ans et moins. OK. Ils disent under 18 en anglais, mais c'est pas 17 ans et moins. Il y avait beaucoup de joueurs de 18 ans. Donc 18 ans et moins, là, c'est le vrai terme francophone. J'ai remarqué ça en basketball. C'est quand ils disent U16, des fois il y a du 16. C'est ça que. En tout cas, c'est dans leur terme à eux, dans leur catégorie à eux. Et donc, écoute-toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'ai été invité comme un des annonceurs francophones. Le fait que c'est au Canada, ils avaient quand même une exigence de faire ça en français et en anglais. Alors, comme je suis bilingue, j'ai été invité à être l'annonceur et francophone et anglophone pour un des deux stades. La compétition se déroulait au stade de Port-Arthur et au stade de Baseball Central, qui est un des stades les deux stades, en fait, là, servent à l'année longue. Un sert pour les ligues seniors de baseball et l'autre sert pour une équipe collégiale qui s'appelle les Border Cats. De Port-Arthur, c'est ça? Pardon? C'est de Port-Arthur, là. On parle de la ville de Port-Arthur. C'est Thunder Bay. Thunder Bay Thunder est Bay. l'union de Port-Arthur et de Fort William. Ah, OK.
Donc, Ça marche. le stade de Port-Arthur était le plus gros stade. Je dirais peut-être là, capacité là, assise de 5000 personnes. OK. Et moi, à Baseball Central, qui est un plus petit stade, ça se compare peut-être là, au Parc Onsic, là, peut-être 1000 personnes assises. Tu sais, là. Écoute, Alors, ça j'étais fait à que... Baseball ouais. Central, j'ai fait la première ronde qui consistait, c'est un tournoi de 12 équipes, OK. et puis donc 2 poules de 6 équipes, et puis donc on a fait les 15 matchs de la première ronde du 1er au 5 septembre, 3 matchs par jour. On quittait l'hôtel à 8 heures le matin, puis on revenait à 10 heures le soir. Alors c'était 3 bons matchs de baseball, c'était un plaisir d'être là toute la journée. Après ça, on a eu une journée de congé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Il y a plu presque à tous les jours, mais pas assez pour annuler des matchs, là, puis retarder la cédule. Donc, le mercredi 6, une petite journée de congé. Après ça, on a eu ce qu'ils appellent la Super Ronde pour les 3 premiers de chaque poule qui s'affrontaient pour une place pour le match de la médaille de bronze et le match de la médaille d'or qui était dimanche le 10. OK. Et as-tu des équipes qui t'ont impressionné plus? Et peux-tu nous parler des médaillés, par exemple? Oui, ce qui m'a impressionné en gros, là, c'est que maintenant le baseball est vraiment rendu international. C'était un des comme tu sais, là, le baseball olympique m'intéresse beaucoup. Et puis c'était un des facteurs que le comité olympique disait, c'est que le baseball se joue pas sur les 5 continents. Mais c'est maintenant faux. L'Afrique du Sud avait une équipe et représentait l'Afrique. Et dans leur division, dans leur conférence en Afrique, ils jouent contre le Nigeria, contre le Zimbabwe, contre l'Ouganda, et puis contre plusieurs équipes. Donc, il y a du baseball maintenant en Afrique. Wow. Il y avait, au niveau des 12 équipes qualifiées, c'est sûr qu'il y avait 4 équipes américaines, donc les États-Unis, le Canada, Cuba et le Mexique. OK. Il y avait 3 équipes asiatiques, la Corée du Sud, le Japon et Chinese Taipei. OK. Et puis, il y avait 2 équipes européennes. Il y avait les Pays-Bas qui sont représentés par la Hollande, mais aussi par des joueurs du royaume là, des Pays-Bas, donc des Antilles là, au niveau de Curaçao, le Suriname, et puis les îles comme ça, là, les Antilles, les îles néerlandaises, les Antilles néerlandaises qu'on appelle, là, qui composent l'équipe. Et il y avait également l'Italie. OK. Donc, il y avait également au niveau des équipes américaines, d'Amérique du Sud, au niveau de Nicaragua et le Mexique. Donc, c'est 12 équipes. Cuba et le République... calibre, c'était très, très fort. C'est du beau baseball. Ouais. Des jeunes de 18 ans, mais ça a joué du gros baseball. Je peux dire, là, autant défensivement qu'offensivement. Il y a plusieurs joueurs. J'ai pu remarquer, puis je suis allé chercher là, des informations sur certains joueurs. Là. Par exemple, au niveau des honneurs individuels, il y a un gars comme Leonardo Seminati qui vient de l'Italie, qui est déjà repêché par les Reds de Cincinnati. OK. Au niveau de l'équipe Canada, on avait 4 joueurs québécois. OK. Donc, au niveau de l'équipe du Canada, il y avait Archer Brookman, un jeune de Pointe-Claire, qui a été sur l'équipe, là, pas sur l'équipe, mais sur les prix individuels, comme celui qui a eu le plus de points produits dans le tournoi, avec 11 points produits. OK. Il y avait également Édouard Julien, un jeune de Québec, qui, lui, cette année, a été repêché par les Phillies de Philadelphie. Il y avait Marc-Antoine Lebreu, un jeune de Sainte-Anne-des-Plaines, qui a été invité au début du mois d'août seulement à se joindre à l'équipe. OK. Et il y avait également William Sierra, qui, lui, a été repêché par les Mets en 2016. OK. Au niveau du restant de l'équipe du Canada, dans les honneurs individuels, comme je t'ai dit tantôt, celui qui a frappé le plus de home runs dans le tournoi, c'est Michael Stoveman, un Canadien. Le plus de buts volés, Clayton Keys, avec 6 buts volés en 7 tentatives. Un marchand de vitesse, quoi. Un Et marchand de vitesse. le joueur défensif par excellence du tournoi, Denzel Clark, un autre Canadien. OK. Et dans l'équipe toute étoile, le All-World Team qu'ils appellent,
ben, je t'ai parlé de Leonardo Simonati comme premier but. Un joueur qu'on a vu cet été quand on a fait les 3 matchs sur les ondes là, de radioinfocité.com, les 3 matchs de baseball qu'on avait fait dans la tournée cubaine. César Prieto a été nommé le meilleur sur 2e but, donc sur l'équipe All-World Team, l'équipe toute étoile mondiale, César Prieto. Et au 3e but, il y avait Noah Naylor, un autre Canadien. Il y a au niveau de l'Areco, Bryce Tourang, qui devrait être un des premiers choix, sinon le premier choix du prochain repêchage du baseball majeur. Alors, du gros baseball, des jeunes, Kang Beko, comme frappeur désigné de la Corée, a été sur l'équipe toute étoile aussi. Kang Beko, je crois que ça a été annoncé là, hier ou aujourd'hui, il devrait signer, si c'est pas officiel, en tout cas, il y a des grosses rumeurs, il devrait signer avec les Dodgers de Los Angeles lors du repêchage des joueurs coréens. Et puis, donc, tu sais, c'est des jeunes qu'on va voir dans plusieurs années là, dans les ligues majeures. Est-ce qu'il y avait beaucoup de recruteurs là-bas? Pardon? Est-ce qu'il y avait beaucoup de recruteurs? Oui, oui, à tous les matchs à Baseball Central, oui, il y avait une belle ordre de recruteurs. Écoute, on se le cachera pas, là. Les matchs des États-Unis, les matchs du Canada, les matchs de Cuba, les équipes de tête, les équipes de la Corée aussi, là, il y en avait plus. Mais écoute, comme je te parlais tantôt, Leonardo Simonati, c'est un frappeur de bombe, un frappeur de circuit. Il est déjà signé par les Reds de Cincinnati. C'est sûr que l'Italie a fini le tournoi avec 2 victoires, 6 défaites, mais il y a des joueurs dans chaque équipe qui se distinguent. Lui, Simonati a pris son baseball en Italie, quoi? Oui, à Parma en Italie. Puis il a joué également dans les collèges américains. Là, donc on ne s'en cache pas. Là. Ces jeunes-là, à un moment donné, dans leur développement, viennent jouer aux États-Unis dans la NCAA, puis ils retournent chez eux. Mais c'est un petit peu le chemin à prendre. Si le baseball, c'est ta passion, puis si un jour tu veux jouer dans la Ligue majeure, ben je pense que la NCAA, c'est au niveau des collèges américains, là, c'est le meilleur chemin à suivre. Exactement. Donc, les médaillés, qui a gagné la médaille d'or, argent, bronze? Oui, c'est ça. Le dimanche, le 10, donc le match de la médaille de bronze était à midi. Le Japon, qui a remporté une victoire de 8-1 sur le Canada. Ça a été vraiment là, 2 grosses manches du Japon. Et puis, au niveau de la médaille d'or, les États-Unis, qui ont gagné également par un pointage de 8-0 contre la Corée. Je pense que la Corée avait oublié leur bâton à l'hôtel. Mais ça a été quand même 2 bons matchs de baseball. Tu sais, à un moment donné, là, ça prend une grosse manche de 4 points, puis l'atmosphère de compétition en tant que telle sur le banc, les États-Unis gagnaient 3-0, ils ont fait une manche de 4 points, c'était rendu 7-0. Fait que la Corée s'est un petit peu éteint là, dans ce sens-là. Mais la Corée, dans le tournoi au complet, a sorti du tournoi. Les États-Unis ont été invaincus. 9 victoires, aucune défaite. La Corée a terminé 2e avec 7 victoires, 2 défaites. Leurs 2 défaites, c'est contre les États-Unis. Dans la ronde initiale et dans le match de la médaille d'or. Le Japon termine 3e, le Canada 4e. Après ça, tu as l'Australie avec une fiche de 4-4. Cuba, qui a été un petit peu décevant. On est habitué de voir les équipes cubaines là, dans le haut du classement. Puis, mais écoute, je sais pas si c'est la température froide là, des matchs du matin à Thunder Bay. Il y avait des journées qui faisaient à peu près... Là, le premier match était à 9h30 le matin. Là. Ça faisait 6 à 8 degrés. Là, alors, les Cubains étaient peut-être refroidis par cette température-là. Juste 3 victoires, 5 défaites. Alors, c'est un petit peu ça. Après ça, tu as Chinese Taipei, les Pays-Bas, l'Italie, le Nicaragua, le Mexique et l'Afrique du Sud. Malheureusement, l'Afrique du Sud n'a pas remporté aucun match, mais l'atmosphère lors de leur match et l'enthousiasme de ces joueurs-là de venir jouer, des joueurs sud-africains, de venir jouer dans un championnat du monde, il y avait toujours le sourire, il était vraiment agressif. Je me souviens d'un match, ils ont perdu le match 22-0. Première manche, c'était 14-0. Mais les joueurs, les jeunes joueurs sud-africains, qui font fi un petit peu des règles non écrites du baseball, là, se mettaient à voler des buts pareils, puis à essayer de faire des points, puis ils ont perdu 22-3.
Donc, eux autres, leur victoire, c'est d'avoir fait 3 points dans le match. Ah, ben oui, c'est C'est ça. un petit peu ça. Fait que c'est ça qui est le baseball aussi. Est-ce que c'était des joueurs noirs qui étaient là pour l'Afrique du Sud ou c'était des blancs? En majorité des blancs. Des blancs. Il y avait des joueurs de couleur dans toutes les équipes. Là, Ouais. mais, OK. ouais, même l'équipe d'Italie, j'ai été surpris. Là, je veux dire, écoute, ça a pas. Je veux dire, c'est des amateurs de baseball, c'est des joueurs de baseball là, avant tout. Là. Ben ouais. Alors, C'est bien. Ouais, c'est ça, mais juste l'Afrique du Sud, avec l'histoire qu'ils ont, on sait qu'il y a beaucoup de Question, célébrations. la République dominicaine n'était pas là, hein? non. La République dominicaine joue présentement contre des équipes ici là, au parc Gary Carter, au stade Gary Carter. Oui, il y a 2-3 jours, j'ai vu pratiquer à Robillard. T'es habillé en rouge et Ils font bleu. une tournée. Ils font Je une tournée contre pensais l'ABC. que c'était Cuba, moi. Puis il parlait espagnol. Je dis, comment c'est que Cuba est encore là? Puis là, j'ai parlé à un entraîneur du Nord de la République dominicaine. Je dis, ah, OK. C'est ça. Est-ce qu'il gagne? Est-ce que tu as vu des pointages? Est-ce qu'il se débrouille assez bien contre nos équipes du Québec? Non, j'ai pas su. Comme viens j'ai d'arriver, hein, dit, c'est je ça. suis revenu lundi, là, alors j'ai pas. Malheureusement, on reprend le train-train quotidien. Ben fait ouais. que j'ai pas eu le temps là, de voir des matchs cette semaine. Là. Au niveau gabarit, les joueurs de l'Asie, est-ce qu'ils sont assez grands, bien baraqués, solides? Ou c'est des petits joueurs? Ben, c'est des jeunes de 16 à 18 ans. Ok. Écoute, comme tu sais, hein, tu es en contact avec des athlètes. Au niveau du développement là, physiologique, entre 16 et 18 ans, tout peut se passer. Il y avait des joueurs américains qui étaient, je peux dire que c'était des hommes, là. Ouais. C'était assez bien baraqués. Ouais. Mais t'en avais d'autres, tu sais, je veux dire. Un Ben, joueur de c'est- réco, là, t'as juste besoin d'être vite puis agile, t'as pas besoin d'avoir Ben des ouais. gros bras, tu sais. C'est ça. Fait que t'avais des joueurs de tout gabarit. OK. Mais tu vois que le niveau de compétitivité et le niveau de, on dit, là, de l'athlétisme, là, le niveau de compétition que ces gars-là peuvent offrir, là, Ben ouais. c'est des joueurs de baseball. Est-ce que tu t'es fait beaucoup pas de nécessairement. contacts dans le monde, là, des équipes, des joueurs, des coachs, des... S'il y avait, excuse, j'ai pas compris. Non, est-ce que tu t'es fait beaucoup de contacts? Ouais, ben écoute, ça fait plusieurs fois là, que Ouais. je rencontre ces gens-là. J'ai eu le plaisir, justement, avec l'équipe australienne, de rencontrer Graham Lloyd, l'ancien joueur des Expos, OK. qui était l'entraîneur des lanceurs. Et Ok. puis, on avait eu le plaisir de se parler là, en 2004 à Athènes, alors qu'il était joueur pour l'équipe d'Australie. Il venait de prendre sa retraite. OK. Et puis, on avait pris une photo avec sa médaille d'argent. L'Australie avait gagné la médaille ouais. d'argent à Athènes. Donc, Wow. il se souvenait de ça. Mais oui, écoute, c'est des contacts. Tu sais, c'est une grande famille, le baseball. Hein, fait que Ben ouais. on revoit les gens. J'ai eu la chance de revoir un de mes bons amis italiens, Angelo Fanara, qui est directeur technique. Ok. Angelo était à Taipei. Et puis, Angelo a déjà été, dans le passé, l'entraîneur de l'équipe nationale junior italienne. OK. Lui m'avait raconté son histoire. Il avait commencé en Italie à jouer au baseball en 1956 à Grosseto. Ils avaient trouvé à côté d'une base navale américaine des gants de baseball, puis des bâtons, puis des balles. Puis à l'âge de 14 ans, en 56, il avait commencé à jouer au baseball, puis il est tombé en amour avec le baseball. Un peu comme, je pense, tout le monde qui... je pense que tu peux en témoigner. Là, je pense que tu es un grand amateur de baseball. T'as flirté avec le baseball quand tu étais jeune. Quand tu joues au baseball quand tu es jeune puis que tu découvres ce sport-là, je pense que tu l'aimes tu l'aimes pour toujours. Tu sais. Ouais, puis t'inventes des jeux, hein. Je me souviens des jeux qu'on jouait dans le parc. C'était pas juste tant du baseball là, à travers sur le losange, mais on s'inventait des jeux. Ben oui, Tu sais, 4 contre 4, 8 contre 8, puis on était horizontal avec des lignes, puis on... Je sais pas comment ça s'appelait ce jeu-là, mais On jouait joue à ça. scrap. À scrap, c'est ça, à scrap. Puis, en tout cas, on avait du plaisir quand on s'inventait des jeux. Et puis, tu peux-tu nous parler de ce qui se passe au niveau international, c'est-à-dire Jeux olympiques pour le baseball? Ben, écoute, on a eu une bonne nouvelle cette semaine. Ça a sorti hier ou aujourd'hui, encore une fois, là, je suis pas toujours à la minute près, là, mais Paris s'est vu accorder les Jeux de 2024 et Los Angeles 2028. Ben, je suis un petit peu là, la Fédération française et le président là, Didier Séminet va travailler très, très fort pour qu'il est déjà dans le comité olympique.
Alors, il va travailler très, très fort pour que le baseball soit inclus. Comme tu sais, là, depuis quelques jeux, les pays hauts, les villes hautes ont le choix de certains sports. C'est pour ça que le baseball est revenu à Tokyo en 2020. Donc, Tokyo, bon, au niveau japonais, là, le Japon, le baseball, c'est un sport culturel. Ça fait partie de la culture des Japonais. Donc, le baseball sera de retour en 2020. Et on espère bien, bien fort que ce soit de retour à Paris 2024. Et j'ose espérer que ça va être de retour à Los Angeles en 2028. Je pense que les Olympiques au Dodger Stadium... C'est une évidence même, oui, c'est ça. Ça serait... Fait que dans le fond, là, on espère bien qu'il y aura du baseball aux Olympiques pour les 3 prochains Jeux, puis qu'après ça, on se posera pas de question que le baseball est un sport olympique. Ben oui, c'est ça. Il n'est pas inclus dans les... Il est pas encore inclus dans le programme des Jeux, mais avec 3 Olympiques où les villes pourront choisir le sport, en espérant très, très fort, comme j'ai dit tantôt, que Paris là, développe son baseball, parce qu'il y a du bon baseball aussi en France. Faut se le dire, là, le baseball a connu là, une explosion là, au niveau de la France. Là. Alors, au niveau de l'intérêt des Français également pour le baseball. Là. Fait que, et puis, il y aura en 2019, je sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé du tournoi Premier 12, qui est le championnat du monde senior en tant que tel. Pas le World Baseball Classic là, du baseball majeur, mais le vrai championnat du monde des 12 meilleures équipes là, senior, classées mondialement, senior, c'est ça, qui avait eu lieu à Taipei en 2015, où j'avais été l'annonceur. Ben, il y a une deuxième édition qui va être en 2019 avec des rondes au Mexique, des rondes à Tokyo également, qui va servir et de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo et également d'événements test, là, de test event là, pour les Olympiques à Tokyo. Qui avait gagné ce championnat-là, le dernier championnat? Là? Qui avait rapporté la médaille d'or? La Corée. Ah, la Corée. La Corée avait, oui. OK. Hey, Jean, je vais te mettre sur la sellette. Là. Tu sais comment j'aime ça te poser des questions quiz. Là. Ouais, j'aime ça. Je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu connais la réponse. Si tu t'en souviens plus, je suis sûr que tu l'as déjà su. Toi, Stéphane, tu peux embarquer dans le concours. Vas-y. À l'époque, il y avait un dénommé, il y avait eu Babe Ruth, le roi des coups de circuit, puis il y a eu Hank Aaron, OK, à l'époque. Il y a eu un Japonais qui avait battu ces records-là. Comment s'appelle ce Japonais? Sadaharu-Oh. Oui, tabarouette. Jean. Monsieur O, ben oui, Monsieur O, c'est bon. C'est connu mondialement. C'est le père. Écoute, j'ai lu récemment un article de Warren Cromartie. Tu sais que Warren Cromartie a joué au Japon. Exact. Il l'appelait un peu son grand-père spirituel. Son père spirituel, Sadaharu-Oh. C'était vraiment... c'est une icône là, du baseball. Là. Ben, moi, Jean, j'ai lu un bouquin quand j'étais plus jeune. Tu sais que j'étais un amoureux de baseball. Je voulais même me rendre dans la Ligue nationale, mais Ron Piché m'a pas... J'entends encore l'appel de Ron Piché. C'est lui qui m'avait évalué. Puis il m'a pas appelé encore. Donc, je pense que ma carrière est faite. Mais j'avais lu un bouquin à l'époque sur Sadaharu-Oh. Et il y avait une technique spéciale au bâton. Il levait la jambe tout le temps. Puis il soignait. Il y avait un gars des majeurs qui faisait ça. Je me souviens plus son nom. Là. Un joueur des majeurs qui avait la même technique au bâton. Et lui, il avait, disons, c'était un spécialiste du samouraï. Hein? C'est duro, puis il y avait un maître qui lui avait enseigné quand il était jeune à utiliser les balles en deux? Ouais, non, pas les balles, les cartes, les cartes pour jouer au poker, là, les cartes de jeu, là. Il lançait une carte dans les airs, puis il fallait que le samouraï qui coupe la carte en deux. C'était un de ses exercices. Je pensais qu'il coupait les balles de baseball en deux. Non, mais ça aurait pris, je pense, un bon samouraï. Très aiguisé, là. Peut-être dans les films japonais, là, oui, peut-être. Mais en tout cas, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque, Sadaharu-Oh, qui n'a jamais joué il n'a jamais joué dans les ligues professionnelles américaines, mais ça aurait été plaisant. Ben, dans ce temps-là, hein, c'était pas. C'était culturel au Japon, mais le lien avec le baseball majeur, c'était plus fermé. Exactement. Mais écoute, Jean. On parle de culture. Je ne sais pas si tu te souviens, je pense que tu en avais parlé, là, mais à Taipei, là, au Taipei chinois, la Chinese Taipei, à Taïwan, en tant que tel, là, le nouveau billet, le New Taipei Dollar, ce qu'on appelle, là, la nouvelle monnaie, le billet de 500 $ de Taipei, en arrière, là, au verso,
c'est une équipe de baseball. OK. Tu vois comment le baseball est culturel dans les pays asiatiques. C'est pas pour Et rien. Là. je crois que au tournoi championnat mondial des petites ligues à Williamsport, Taipei, ils ont gagné quelques fois, hein, je pense. Oui, figure tout le temps. Mais c'est sûr que tu as 4 équipes des États-Unis. Tu as toujours 4 régions aux États-Unis. Fait que ça leur donne 4 fois plus de chances que quand tu envoies une équipe. Là. Ben oui, mais j'ai pas suivi là, les résultats. Non, mais moi, j'ai déjà suivi. Les petites ligues. Là, Taipei ont déjà gagné. Souvent, ils sont en finale, demi-finale. Il y a du très bon baseball baseball. International, maintenant, avec la nomination, le nom de la Fédération internationale a changé. C'est maintenant le WBSC, c'est le World Baseball Softball Confederation, pour, dans l'espoir de revenir aux Jeux olympiques, et le sport, les fédérations du baseball et du softball se sont mis ensemble, ont créé une confédération pour vraiment là, avoir un peu plus de pouvoir, le pouvoir des nombres et puis le pouvoir de négociation en tant que tel. Et depuis 2013, ils font des classements mondiaux. Donc, chaque pays a des points qu'ils récoltent selon leur participation à chaque compétition. Et puis, les clubs asiatiques, les pays asiatiques, envoient des clubs lors de la compétition U12, U15, U18, comme on vient de vivre là, à Thunder Bay, et U23. Il y a également le championnat senior et le championnat des femmes, le championnat de baseball féminin. Donc, il y a 6 compétitions mondiales. Malheureusement, le Canada, on n'envoie pas d'équipe U12, U15. Fait qu'on perd des gros points à aller participer à ces compétitions-là. Donc, au niveau mondial, le Canada est maintenant au 10e rang. Alors qu'on était 7e il n'y a pas longtemps. Est-ce que les Américains, eux, participent à ces compétitions-là? Ben oui. Regarde, Ils ont compris la game. Je vais aller voir là, au niveau mondial, au niveau ranking mondial, là, je le regardais sur le site du WBSC. Là. Vois-tu, au niveau des hommes, dans l'ordre, là, c'est le Japon qui est premier. Le Japon est premier chez les hommes, chez les femmes en baseball et chez les femmes en softball également. À cause de ça. Ils sont deuxièmes chez les hommes en softball. Sur le Canada, au niveau des hommes en baseball, on est 10e. Au niveau des femmes en baseball, on est 2e au monde. Au niveau des femmes en softball, on est 3e au monde derrière les États-Unis et le Japon. Et chez les hommes en softball, on est 4e. Donc, le fait qu'on n'a pas d'équipe U12 et U15 en baseball, c'est ça qui nous empêche de ramasser des points au niveau mondial. Je veux dire, si tu regardes là, dans le classement des 10 premiers chez les hommes en baseball, comme j'ai dit tantôt, tu as le Japon, les États-Unis, la Corée, le Taipei. Tu as 3 pays sur 4 qui sont asiatiques. Après ça, 5e, Cuba. 6e, le Mexique. 7e, l'Australie. 8e, les Pays-Bas. Tiens-toi bien, Dan, là. Au 9e rang, en avant du Canada, au classement mondial, il y a le Venezuela. Venezuela est en avant du Canada au classement mondial. Mais le Venezuela, il envoie une équipe U12 puis il envoie une équipe U15. Ben oui, c'est ça. Fait qu'ils peuvent aller chercher des points au niveau du classement du pays au classement mondial. Est-ce que tu sais combien est-ce qu'il y a de pays dans l'association mondiale? Je vais te dire ça. Tu me prends à brûle pour point, mais... c'est des questions que... Je suis curieux. Écoute, ranké, là, ranké, il y a... il y en a pas mal, là, mais il y a 72 pays avec des points. Ça marche. Le Népal est au 70e rang avec 3 points. Est-ce que l'Inde participe? L'Inde? Ils sont bons à cricket, eux autres, c'est ça. Le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, en cricket, ils ont des bâtons, là. Pour être pas pire. Le Pakistan, moi, comme tu sais, en 2006, j'ai participé aux Jeux asiatiques au Qatar, comme annonceur toujours. Puis le Pakistan et la Thaïlande ont des équipes de baseball. Écoute, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Kenya. Là, j'essaie juste de lire les drapeaux, là. Le Nigeria, je reconnais pas. Le Togo, je regarde dans la Turquie, la Tunisie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan,
Le baseball se joue mondialement, mais Ben oui, c'est ça, exactement. dans ces pays-là, c'est surtout, il y a le baseball majeur qui envoie des entraîneurs pour faire des cliniques, faire du développement du sport, mais les Japonais aussi. Le coach Dean McKinnon de l'Afrique du Sud me contait que c'est des coachs japonais qui vont faire des cliniques en Afrique. Ah, OK, ça marche. Ouais, c'est bon. Alors, le baseball est rendu un sport mondial. Alors, le comité international olympique a plus cette raison-là qu'il peut invoquer. Ben oui, exactement. Parce qu'on joue, on a vu au World Baseball Classic l'équipe d'Israël. Bon, les mauvaises langues vont dire que les joueurs d'Israël, c'était tous des Américains qui sont juifs, là. Ouais, mais je veux dire, c'est quand même, ils représentent quand même le pays, quand ils représentent Israël. Je regarde là, vite. Vois-tu, au niveau mondial, l'Afrique du Sud est 25e, tout juste en avant, tout juste derrière la France. La France est 24e, l'Espagne 23e, la Chine 22e. Alors, tu sais, ça se joue partout le baseball. Il y en a partout des amoureux du baseball. Ben oui, exactement. Fait que ça me permet de voyager à travers le monde, j'aime bien ça. Puis ça me permet aussi de, comme tu disais tantôt, de rencontrer. Là, tu sais, je me souviens, en Hollande, j'avais vu au Pimlier Stadium à Haarlem, en Hollande, il y a un genre de musée du baseball parce qu'en Hollande, il y a une belle culture du baseball aussi. Depuis les années 60, il y a 2 événements qu'on appelle un qui se tient à Rotterdam, qui s'appelle le Ports Tournament. Rotterdam étant un des plus grands ports au monde, avait débuté en ce temps-là, des années 60, à inviter des équipes des villes qui avaient des ports. Donc, il faisait le Ports Tournament. Et pour pas s'en laisser imposer, la ville de Haarlem, qui est à peu près à 1 heure là, au sud d'Amsterdam, je dirais 40 minutes, 1 heure là, au sud d'Amsterdam, on fait le Harlem Baseball Week. Mais tu as des gens comme Willie Mays qui ont visité la Hollande pour aller donner des cliniques de baseball. Il y a beaucoup de Noirs là-bas, hein? Beaucoup de Noirs qui viennent justement. Il y a des belles relations avec des équipes là, du baseball majeur et en Hollande. Et en Italie également. Mon ami Angelo avait des belles relations avec les Orioles de Baltimore dans le temps. Ils étaient invités comme coach invité, si tu veux, au camp d'entraînement. Il me contait ces histoires-là. Puis, tu sais, c'est le fun de savoir que les amoureux de baseball sont prêts à partager leur passion partout dans le monde. Ben oui, exactement. Et là, comme je te disais tantôt, à ce musée-là, à Haarlem, puis je me suis arrêté sur cette liste, il était marqué « Baseball Friends of Forever ». Quand tu es un ami de baseball, c'est un sport convivial, c'est un sport sérieux. It's a game. Oui, exactement. Il faut que tu t'amuses en jouant au baseball, puis il y a un fair play, tout ce qui est relié au baseball, les leçons de vie que tu retiens du baseball, ben ça te reste pour la vie aussi. Ben, les amis du baseball, ça te reste pour la vie également. Exactement. Bon, ben Jean, écoute, on te remercie beaucoup pour cette collaboration ce soir. Tu nous as beaucoup appris, puis tu nous as fait encore aimer plus le merveilleux sport du baseball. Donc, continue ton bon travail comme annonceur, puis continue à nous représenter sur la planète Terre, à travers le monde. C'est le but. Je vais finir là-dessus, Dan. J'ai vu justement les gars de l'ABC qui sont à Claude-Billard, qui s'entraînaient. Je leur ai fait un petit message mardi matin. C'est tu sais, avec ce qui s'en vient, comme je te disais tantôt, 2020, 2024, 2028, c'est des jeunes de 16 à 18 ans comme ça qui vont avoir la chance de faire leur place sur l'équipe nationale et de représenter le Canada aux Jeux olympiques. Fait que je leur ai donné un petit speech de motivation, de leur dire, regarde, là, c'est le temps là, si vous voulez justement faire du baseball international puis vivre votre rêve olympique, hein. Toi, tu sais, Dan, étant dans le sport là, depuis tellement d'années, c'est quoi participer aux Jeux olympiques, hein? Mais si il y a seulement 9 Québécois qui ont réalisé leur rêve à être aux Jeux olympiques. Le 8 joueurs et un entraîneur, l'entraîneur des danseurs Denis Boucher, qui lui n'avait pas participé au baseball comme joueur, mais qui l'a fait comme entraîneur en 2004-2008. Fait que si on peut augmenter le nombre de Québécois qui vont faire l'équipe nationale, qui vont participer aux Jeux olympiques, c'est comme ça qu'on va poursuivre la tradition puis perpétuer la tradition du baseball. Il y a un des messages des Jeux olympiques, c'est quand tu y participes, tu deviens un Olympien puis tu lis pour la vie. Pour la vie.
C'est ça. Donc, Jean, je te remercie beaucoup de ce témoignage. Donc, nos auditeurs, puis moi et Stéphane, on a beaucoup apprécié. Merci. Donc, à la Merci, prochaine, les et gars. bonne- Merci, bonne Jean. Bonne soirée. Salut. Bonne Ça fait à soirée. vous autres. Bye-bye, ciao. Wow, hein? C'était bien. Ah, écoute, il connaît tous les rouages du baseball, là. Hein? C'est, Ah oui, c'est incroyable. Écoute, lui, il est un il a la amoureux. voix aussi. Hein? Oui. Non, mais il pourrait être facilement, là, on parle du retour des expos, là, Ben mais oui, exactement. tu sais, Jean Allard, je pense qu'il y a tout un pedigree pour ça. Exactement. J'espère qu'ils vont le considérer si jamais il y a une équipe importante qui revient à Écoute, Montréal. il a tellement d'expérience. Il Mhm. fait le tour de la planète dans différents championnats mondiaux, Jeux olympiques. Écoute, c'est le gars, je pense, Ouais. à voir. Ouais. Montréalais, il est bilingue, il a Ouais. l'expérience, il a le bagou qui va avec, la voix. Puis écoute, c'est Ouais. sûr que on va y écrire une bonne lettre de recommandation. Hey Daniel, il nous reste à peu près 2-3 minutes. Raconte-nous ton anecdote au Pays de Basque. De Pays Basque, tantôt. c'est vrai, ouais. Vas-y. Bon. je fais une tournée en Europe avec une de mes sprinteuses du nom de Kimberly Hyacinthe. Et écoute, c'était pendant la Coupe du monde de football, de soccer. Et là, à Montréal, je dis, quand tu voyages, t'aimes ça de faire des contacts, des gens qui vont t'ouvrir des portes, qui vont te conseiller des compétitions, qui vont te parler des heures d'entraînement idéales pour un entraînement, ou ainsi de suite, ou manger, bon restaurant. Donc moi, avant de partir de Montréal, je dis, hey, je vais m'acheter championnat du monde, Coupe du monde, les Espagnols sont très forts en soccer. Je m'achète un chandail de l'Espagne, une belle casquette rouge de l'Espagne. Espagne! Tu dis, ça va me faire des amis, mon gars, là, tu vas pas savoir. Ça va être facile. Là, on arrive à l'entraînement. J'arrive à l'entraînement l'après-midi. On a un manager, on a un gérant qui s'occupe de nous. Il nous amène à la piste, il nous laisse là. S'entraîne. Aucun coach vient me voir. Aucun. Zéro. Pas d'athlète non plus. Je dis, Colin, ils sont bien bêtes ici, tu sais. Je comprends pas. D'habitude, j'ai de la facilité j'ai de l'entre-gens à parler avec des gens, mais les gens ne venaient pas vers moi. Donc, le soir, je dis, mais allez, écoute, il y a un match, il y a comme un cage au sport en face de l'hôtel. Je vais aller là, je vais mettre mon chandail, même ma casquette. J'arrive dans le bar. Coupe du monde, Espagne contre je sais plus qui. Un but de l'Espagne. Moi, je me lève. Yeah! Tout le monde me regarde. Pas un qui réagit. Mais c'est pas comme la même mentalité, la même culture qu'au Québec. Il y a un but. Si dans notre pays, on se lève, on crie. Là, finalement, je prends une bière, je mange, je m'en vais. Le lendemain, je demande au manager, je dis, hey, je comprends pas ici. À la piste, personne vient me voir. Puis hier, j'étais dans un bar sportif. Quand l'Espagne a compté, je me suis levé. J'étais le seul qui s'est levé. Il dit, Daniel, t'es ici, dans le Pays Basque. On déteste l'Espagne. Hein? Je dis, OK, merci. J'ai enlevé ma casquette, j'ai enlevé mon... Le lendemain, pas de problème. J'avais beaucoup d'amis le lendemain. Mais tu sais, C'est des drôles une de mes gaffes. Non, c'est des drôles d'anecdotes. J'avais pas pensé, tu sais. Mm. Moi, l'Espagne, c'est m'en aller en Espagne. J'ai pas pensé où j'allais. Ouais. Donc, j'ai appris que Pays Basque. Mm. non. Ben, c'est ça, souvent, on va dans des pays, on a des, disons, des préjugés, on a des images dans notre tête, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Puis tu arrives là, puis tu sais, la réalité est tout autre, puis là, tu apprends toutes les subtilités, là, puis... donc, Là, j'avais pas été, on dit en anglais, j'avais pas été briefé, j'avais pas Non. été conseillé. non, On exactement. va laisser dans la jungle comme ça. Oui, OK. Écoute, Daniel, peut-être un petit mot de la fin. Ça a été une première encore qui a passé vite. Écoute, beaucoup appris ce soir. Moi, tu m'as beaucoup appris sur les règlements Ouais. des équipes professionnelles dans différents sports, dont le soccer. Et Ça, en c'est parlant des rien, hein? Canadiens On a juste parlé de l'Europe, hein? Ben, c'est ça. Donc, On parlait du baseball, hein, avec Jean Allard, là. Ouais. Au Japon, il y a un règlement pour les joueurs étrangers. OK. La même Ben, chose, je pense que c'est 3 joueurs étrangers sur le terrain. Au hockey. Quand Robert Bob Sirois jouait Ouais. en Europe, c'était pareil. C'est pareil. Ça, je le sortirai, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est la norme. Partout dans le monde, c'est la norme. Si tu veux développer ton produit, Ouais. c'est la règle. Ouais. Si tu veux développer ton produit, Ouais. si tu veux pas, ben, Ouais. La seule différence ici en Amérique, par exemple, si on prend la NBA, la Ligue nationale de football, le hockey, c'est que les meilleurs viennent d'ici. Fait qu'ils sont pas obligés de mettre de normes parce que, je sais pas si c'est par chauvinisme ou peu importe, mais il reste qu'au basketball, on sait que les Américains, c'est les meilleurs. Tu sais. ah ouais, c'est ça. Donc, la majorité des clubs
de façon Il naturelle. n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, selon moi. Là, Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui viennent d'ADR. Ben, c'est ça. Ils sont tous Espagnol, peut-être C'est- Brésil, des fois Guadeloupe. Il y a le chinois, là, Yao Ming. ouais. Il y a des exceptions comme ça qui vont recruter de temps en temps. Ouais. Mais ils ne sont pas obligés au baseball. Jean vient d'en parler. Les Américains, c'est les meilleurs au monde. Ben, c'est ça. Ils vont choisir Il y a des pas Japonais de- de temps en temps. Les meilleurs. Ben, Tu sais, mais les joueurs, disons, dans la moyenne, c'est tous des Américains. Là, Ouais, tu sais, ils iront pas. Le jour où ils vont commencer à aller chercher des joueurs dans d'autres pays, puis qu'il n'y aura plus d'Américains dans les équipes, ils vont peut-être en mettre. Là. En passant, tu sais qu'il y a un nouveau joueur qui va commencer avec les Alouettes. Je pense que c'est demain. Je pense qu'il y a une partie, là, bientôt. Demain, je pense. Ou en fin de semaine. Dénommé Oyuki ou quelque chose comme ça. OK. Que j'ai pas mon ordi d'ouvert, là, mais c'est un athlète britannique. Ah ouais. Oui. Et il a fait des Jeux olympiques en 2012 au lancer du disque. Ah ouais. Il va faire quoi, là? C'est un plaqueur défensif. Un bloqueur défensif. 6 pieds, 6 pouces, 310 livres. Hein? Oyuki? Ah ouais. Je sais pas si Écoute, c'est celui-là, là, mais c'est Oyuki, je pense. OK, c'est une armoire à glace, le gars. J'ai ouais. hâte de voir. C'est un ancien... écoute, il a le record de l'Angleterre au lancer du 10, 68 mètres et des poussières, ce qui est beaucoup. Je pense pas qu'un Canadien qui a réussi à faire ça, 68 mètres plus. Je me souviens que Jason Tonks lançait les 66 peut-être mètres là, au disque. Donc, c'est une nouvelle acquisition. Et en passant aussi, tu as vu que Jacques Chapdelaine, notre entraîneur, ouais, est congédié. exact. Ouais. Écoute, il restait quand même à peu près 8 matchs, 3 victoires, 8 défaites. Il n'y a pas eu sa chance, je pense. Écoute, les Alouettes, je vais dire, là, pas que je m'inquiète parce que je vais dire, bien franchement, je suis un peu indifférent face à cette équipe-là, là, même si j'adore le football. Ouais. Mais moi, c'est le football à 4 essais. Que si tu veux le 3 essais, je ne suis pas capable. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Moi, l'avenir des Alouettes, je suis pas convaincu que ça va être très, très glorieux. Je trouve ça dommage pour Ouais. Jacques Chapdelaine. Je connais son épouse, Kim, aussi, Ah ouais. qui est un entraîneur d'athlétisme aussi. Là. Ah ouais, OK. Je pense qu'il était à Edmonton avant, ils sont arrivés ici, puis là, maintenant, bang.